Hello, bienvenue à toi sur la chaîne Remote Monkey. Moi c'est Arnaud, je t'aide à devenir un développeur front-end de qualité. Dans cette vidéo entièrement dédiée à React.js, je te montre qu'avec peu de connaissances de la librairie, il est déjà possible de réaliser 80% des fonctionnalités que tu pourrais avoir envie de créer. Cet épisode fait partie de la formation React.js disponible sur la chaîne. Je te mets le lien de la playlist et les ressources du projet en description. Alors justement, aujourd'hui, on va créer une micro-application qui regroupe les grands fondamentaux de React, la fameuse to-do list. C'est l'exercice parfait pour mettre en pratique et repartir avec un projet concret à publier sur ton portfolio et démontrer tes compétences. Si t'es ready, on commence tout de suite sans plus attendre. Allez, c'est parti. Alors, comment va se dérouler le projet? Alors, on va utiliser un boilerplate de React pour avoir une infrastructure de React rapidement. Au lieu d'utiliser create React App comme à notre habitude, on va venir chercher plutôt un nouveau boilerplate qui s'appelle Vite. C'est quelque chose qui est recommandé dans la nouvelle documentation de React. C'est une information qu'un membre de la chaîne m'a donnée en commentaire, donc on verra comment l'utiliser. Ensuite, on va utiliser une méthode de développement qui s'appelle UI First, c'est-à-dire un prototypage de notre vue. L'objectif, c'est vraiment de créer la structure de nos composants, commencer à créer nos vues et commencer à prototyper un petit peu tout ça, commencer à essayer d'agir avec des propriétés pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut changer le design en fonction de la logique qui apparaîtra par la suite. Et puis après, ensuite, une fois qu'on sera OK, on partira sur la création de la logique de l'application. À noter que si tu as besoin des ressources du projet, comme par exemple le style CSS qui va être utilisé dans l'application, tu peux te rendre sur codersmonkey.com, créer ton compte et au niveau de ton profil, tu vas retrouver les ressources des différents projets que je propose sur ma chaîne. Alors, l'application qu'on va réaliser, ça sera celle-ci. Je l'ai appelée Taskflow, éliminer le chaos, suivre le flux. Donc l'objectif pour nous, ça va être la possibilité de pouvoir créer ici, à ce niveau-là, une première tâche et de pouvoir envoyer des tâches à accomplir. Ici, on va avoir un comportement de l'application qui va réagir en fonction de ça. On aura la possibilité de faire plusieurs tâches. Et de cette manière, on va pouvoir proposer la possibilité à l'utilisateur de pouvoir checker les tâches qu'il aura réalisées. Alors on le voit, au moment de checker, on a un élément ici dynamique, encore une fois, qui va nous permettre de pouvoir définir le nombre de tâches qui auront été réalisées. Si l'utilisateur a réalisé toutes ces tâches, alors on va lui afficher des messages génériques. Il aura aussi la possibilité, pourquoi pas, de supprimer certaines tâches pour recommencer. Et à ce moment-là, on va avoir une dynamique de l'application qui va réagir. Alors, ce qui va être intéressant de voir pour nous, ça va être justement comment est-ce qu'on va imbriquer tous ces composants les uns par rapport aux autres pour avoir une espèce de structure de fonctionnalité plutôt cohérente. Alors, je t'ai mis en blanc ici le composant container, c'est le composant de plus haut niveau qui sera injecté directement dans App. C'est en gros le cerveau de l'opération. C'est lui qui va créer les états, c'est lui qui va construire les outils pour pouvoir ajouter une tâche, modifier une tâche, supprimer une tâche. Et c'est lui qui va justement pouvoir donner les bonnes informations aux composants qui en ont besoin pour qu'ils puissent eux-mêmes travailler. Si je prends par exemple ici ce composant-là, on l'a vu tout à l'heure, ne s'affiche que si au moins une tâche a été exécutée. Donc ce composant enfant, qui va être enfant de ce container, va avoir besoin uniquement de l'information de combien de tâches ont été clôturées, de manière à pouvoir réagir en fonction de ça. On aura donc un composant enfant qui sera le header, dans lequel on va pouvoir faire un petit peu de design. On aura un composant un peu plus logique qui sera le input. C'est ici que l'utilisateur va pouvoir envoyer ses tâches. Donc, le container va devoir lui transmettre un outil de comment créer une tâche, puisque c'est lui qui va s'en occuper. D'accord ? Le header, par exemple, n'a pas besoin de cette information, on va la transmettre uniquement au input. Ensuite, on va avoir le composant list. Ça sera vraiment le composant général de notre application. C'est lui qui va donc lister les tâches que l'utilisateur aura ajoutées. Donc lui, il va évidemment avoir besoin de plusieurs informations. Déjà, le nombre de tâches globales. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il puisse lister toutes les tâches qui ont été rentrées à l'utilisateur. Il va falloir aussi qu'il connaisse le nombre de tâches qui restent à accomplir pour pouvoir donner ce genre d'informations. Et bien sûr, il va avoir besoin que le container lui transmette l'information de comment peut-on modifier ou supprimer un item, puisque le composant enfant de notre liste sera item. Ça sera justement la possibilité pour nous ici de définir l'élément qui va être ensuite cloné, listé dans notre liste. Et donc c'est à ce composant-là que le composant donc parent de liste va pouvoir transmettre à l'item la possibilité de modifier ou de supprimer un item pour que justement il puisse réagir en fonction de ce comportement. Et puis ensuite, je l'ai déjà expliqué, mais en vert, on aura le footer de l'application qui lui-même aura besoin d'informations différentes. Okay, donc ça va être ça, la structure de notre application, et on va travailler de cette manière pour que tu puisses comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants en React, et pour que tu puisses voir un petit peu comment est-ce qu'on construit un semblant d'application avec déjà tout ce qu'on a appris dans la formation React.js.
Encore une fois, si tu te rends compte au fur et à mesure qu'il y a des informations que tu ne maîtrises pas trop, n'oublie pas qu'en description, il y a la playlist de la formation React.js, va la suivre et puis reviens ici naturellement vers cet épisode pour pouvoir construire l'application en ayant un maximum de connaissances. Alors, pour construire le boilerplate, rien de plus simple, tu vas te rendre sur vite.js.dev. À ce niveau-là, tu vas rentrer dans le guide. Getting started, c'est des choses qui peuvent évoluer avec le temps, donc il faut vraiment que tu suives les documentations quand c'est ça. Moi, je te montre un petit peu ce que je fais, mais attention, ça évolue avec le temps. Ici, tu as la possibilité de retrouver une ligne de commande qui va te permettre de pouvoir créer le boilerplate. Donc ici, ça correspond au nom de ton application. Donc, il ne faut pas oublier de changer cette partie-là si tu veux lui donner un nom en particulier. On va préciser qu'on veut utiliser un template de départ pour avoir un squelette d'application. Et ensuite, on y va. Donc une fois dans l'éditeur de code, il nous suffit de rentrer ici dans le terminal la ligne de commande qu'on aura vue. On peut créer un nom de projet, on peut demander un template de React, on appuie sur Entrée et on construit le paquet. Ici, on fait un CD suivi du nom du projet et on valide. Une fois qu'on est dedans, on exécute npm install pour installer les dépendances du projet comme c'est spécifié. Donc ici, on a bien la structure de notre application, mais il nous manque les dépendances du projet qui sont disponibles dans le package ici .json. D'accord? Donc nous, on va installer tout ça en réalisant ici la ligne de commande npm install. Donc évidemment, je précise que tu dois avoir des instances de Node.js et de npm installées sur ta machine. À ce stade, normalement, c'est déjà fait. Si c'est des choses sur lesquelles tu as des gros doutes, suis la formation React.js qui est disponible sur ma chaîne. Je te mets le lien en description. npm install et on démarre. Ok, donc on voit ici qu'on a installé donc les dépendances du projet, matérialisées ici par le fichier node module. On peut lancer notre serveur et voir à quoi ça ressemble. npm run dev, c'est parti. Je me mets là. Donc ici, on me met un URL en local à consulter. Donc commande pour moi, contrôle sur Windows, commande clic sur le lien ici. Donc c'est localhost en port 5173. On se rend ici et on a donc une application qui tourne. Okay, donc c'est un simple boilerplate avec une structure React, on l'a vu ici au niveau du code. On a quelques informations, la possibilité d'avoir un compteur, donc ça te montre un petit peu un état, voilà, les choses sont matérialisées et nous, on va tout de suite travailler sur cette base-là en modifiant un petit peu la structure pour pouvoir commencer à travailler dès maintenant. Alors ce que je te propose, c'est de revenir au niveau du code, on va simplement fermer à ce niveau-là et on va faire un petit peu de tri, un petit peu de ménage sur ce qu'on peut avoir déjà qui ne serait pas vraiment utile. Pour commencer, on se rend dans l'index, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut modifier. Ici, on va se mettre en français. Ici, on peut donner le nom de notre application, qui sera pour moi task list. Pas besoin de modifier le reste. Si ici, on a une icône qui va être utilisée qui s'appelle vite.svg, on va plutôt aller chercher react.svg. D'ailleurs, à ce niveau-là, dans public, tu trouveras cette icône de vite. On va plutôt la supprimer. À ce niveau-là, on a un asset React.js ici qu'on va utiliser. On va plutôt le mettre ici dans public. On va le garder dans les assets parce que tu verras qu'on va le mettre dans le header. On l'a vu dans la maquette. Ici, React.js, ça nous permettra d'avoir l'icône de React plutôt que l'icône de Vite. OK pour nous. Ensuite, donc, on a plusieurs composants. Donc, le composant main, c'est le composant global de l'application. C'est là où on va justement injecter notre application dans notre fichier index.html qui est là, au niveau de la div id root. Donc, main, lui, introduit app, qui sera donc du coup aussi le composant de plus haut niveau. C'est lui qui va se charger d'injecter notre container, d'accord? Donc, il sera matérialisé par la fonctionnalité, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Ici, ce qu'on va faire, c'est garder uniquement le fragment. On va donc supprimer le state qui était utilisé et les informations ici qu'on n'a pas besoin d'avoir. Ici, on a deux informations. On a le composant app qui a son propre style CSS et le fichier index CSS qui lui-même a le style global de l'application. On va plutôt garder le style d'index pour avoir le thème global. En revanche, app, ici, il n'aura pas nécessairement de style. Alors à l'intérieur, il y a des informations qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir étant donné qu'on a supprimé le contenu, comme par exemple tout ce qui était lié au logo, tout ce qui est lié à l'animation de rotation également, et finalement tout ce qui suit. Donc en fait, on va uniquement garder l'apparence qu'on a au niveau du container de root, c'est-à-dire une valeur maximum de 1280 pixels, un margin 0 auto pour essayer de centrer un petit peu notre contenu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va récupérer, et comme on va pas mettre ça dans un seul fichier qui sert à rien, on va plutôt le mettre à ce niveau-là, ici. On va le glisser comme ça. Donc de cette manière, app pourra être supprimé et du coup dans app, on évite d'importer un fichier qui n'existe plus. Donc on le supprime également.
Voilà. Ici, on va simplement injecter notre composant et on viendra travailler dans le composant container. Moi, je l'ai adapté un petit peu, j'ai rajouté des informations, j'ai rajouté des éléments. Comme le CSS, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et que tu n'as pas nécessairement besoin de suivre avec moi, ce que je te propose, c'est comme d'habitude, c'est de te mettre le fichier en ligne au niveau des ressources. Tu peux également le copier si ça t'intéresse. Donc ici, je vais tout simplement le remplacer par mon fichier CSS. Voilà, je te mets un bref aperçu à ce niveau-là. N'hésite pas à mettre sur pause si tu veux un petit peu copier, dupliquer des styles. C'est quelque chose que tu peux faire toi-même, hein, encore une fois. Mais tu peux aussi te rendre sur Coders Monkey et aller chercher les ressources du projet pour avoir directement le bon style et pouvoir travailler dès maintenant. Allez, je sauvegarde mon fichier index.css. On a plus ou moins fini de configurer notre projet. Pour le bien de cet exercice, je te propose de te rendre au niveau de ESLint config à ce niveau-là, de te rendre ici et de rajouter cette petite ligne. C'est quelque chose qui va nous permettre de désactiver les règles qui sont liées à React Prop Type, parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire dans cet épisode. Et donc, plutôt que d'être gêné par notre éditeur de code, on va renseigner cette information ici. On n'oublie pas de sauvegarder, on peut fermer. On va garder ça ouvert. Et on va commencer à structurer un petit peu les différents composants de notre application. Donc pour ça, on va rentrer dans Source et on va créer directement un dossier qu'on appellera Component. À l'intérieur, on va faire plusieurs dossiers. On va faire un premier composant qui s'appellera Task Container. Ça sera le composant qui va regrouper l'ensemble de notre fonctionnalité. Ensuite, on aura différents composants. Donc ça sera tous les composants enfants de Task Container qui, eux, auront tous un style associé en module.css. Donc on va créer d'abord des dossiers, puis ensuite des documents. Donc on se met ici. On va créer donc le header. Toujours dans composant, on l'a vu, on aura task input, qui lui sera chargé de créer les tâches. Évidemment, on aura la liste, task list, qui lui va nous permettre de lister toutes les tâches. On aura donc, tu l'auras compris évidemment, le composant task item, qui lui sera le composant qui aura le rôle d'afficher une seule tâche, et donc on va pouvoir dupliquer pour afficher plusieurs tâches. Et on finira bien sûr avec le fameux footer, qui nous permettra d'informer l'utilisateur du nombre de tâches qu'il a déjà accomplies grâce à l'application. Allez, si tu es prêt, on va augmenter un petit peu la taille ici du code. Je me mets en place avec le projet, histoire d'avoir une vue simplifiée, qu'on puisse voir un petit peu sur quoi on travaille. Donc on va se mettre là ici dans Task Container et on va créer un premier composant. Un composant, on l'a vu, c'est ni plus ni moins qu'une fonction ici. Je te donne une information, ce composant est utilisé pour afficher l'intégralité de la fonctionnalité de tâche. On va donner une information sur chaque composant pour que tu puisses s'y retrouver toi de ton côté. Ici, on va commencer avec une balise main dans laquelle on va pouvoir dissimuler notre contenu. Ok ? On peut sauvegarder. Une fois qu'on a notre composant, c'est un composant qu'on va pouvoir afficher au niveau de app à ce niveau-là. Donc ici, on va se mettre entre parenthèses, on va sauter une ligne, indenter ça proprement. Et ici, on injecte notre composant qui s'appelle ici Task Container. Il a été importé dynamiquement dans App. On peut fermer App. Ici, on voit tout de suite notre contenu ici. D'accord ? Donc nous, on va travailler essentiellement ici. On ne reviendra plus dans App. Alors, notre objectif, c'est de commencer par créer le premier composant, celui qui est en haut de notre structure. Ça va être plutôt le header. Donc, on va se rendre ici dans Header et on va créer un nouveau document. Ici, on va l'appeler header.jsx. On aura également du style CSS pour ce header. Donc, on va l'appeler header.module.css. Ok, ça, c'est des choses qu'on a vues dans la formation React.js dispo sur la chaîne. On revient dans Header et on crée un composant basique de cette manière. Ce composant, lui, sera utilisé pour afficher l'entête de notre application. Ok, ici, on commence par lui introduire un premier nœud qui aura la classe de container. Donc ici, on utilisera les styles CSS des modules. Donc on fera appel à style container. Et c'est ici qu'on mettra le contenu. Comme on utilise notre feuille de style, on va évidemment l'importer.
Donc on importe style dès maintenant, qui va provenir du même dossier, ici qui s'appellera header-module.css. Donc on va commencer par introduire notre style. Pareil, on va le mettre dans une balise. Cette balise aura la classe TitleContainer. Son objectif, c'est de contenir à la fois un logo, un titre, un sous-titre, et puis sur la droite, la version de l'application. Donc on aura un premier élément qui sera le logo, le titre et le sous-titre, et ici, un élément, je vais mettre plutôt comme ça, un élément qui lui sera la version de l'application. La version de l'application a une classe qui est plutôt de type générique et disponible dans le fichier index.css. Donc ici, on peut la renseigner comme ça. Color primary. D'accord, donc si tu fais exactement comme moi, tu trouveras dans l'index.css, si on le cherche, color-primary, voilà. Tu trouveras la classe color primary qui est définie dans ce fichier-là de manière générale, de manière à ce que cette classe, on puisse l'utiliser globalement dans notre projet, d'accord. Si tu n'es pas très à l'aise avec les modules CSS, je te rappelle que les modules CSS sont censés être utilisés uniquement pour un composant en particulier. Donc on a des classes génériques dans le fichier index.css. Donc quand je parlerai de classe générique, c'est ici. Et quand je parlerai de classe spécifique, c'est plutôt ici. Une fois qu'on a ça, on peut donner une information. Moi, je vais par exemple mettre le numéro de la version de notre application. Ici, 20.1.0. À ce niveau-là, on peut travailler sur notre titre. Notre titre, l'objectif, c'est de commencer par rentrer une première image. Donc, on va intégrer le logo de React. Donc, on utilise une balise image. La source du projet, ici, on va aller la voir tout de suite. Donc, ça sera, on va l'appeler React Logo. On lui met une petite balise alt qui sera, par exemple, le logo. On va lui donner directement une taille en largeur et en hauteur. Donc, on va partir sur un carré de 8, de width et 8 en 50. Et donc, maintenant, on a besoin d'importer cette image dans notre composant pour pouvoir associer notre image. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, notre image, elle est disponible dans le fichier asset et elle s'appelle react.svg. Donc, à ce niveau-là, dans l'entête du document, on va importer React Logo qui provient de asset React Logo. Okay, les deux petits points ici sont censés représenter l'architecture. Donc ici, chaque petit point, tu vas remonter d'un dossier. Donc on se trouve ici dans Header, hein, on travaille dans Header. Donc on remonte d'un dossier, donc on est dans Composant. Ensuite, on remonte encore d'un dossier, on est dans la structure de source. Et ensuite, on rentre dans Asset. Puis ensuite, on va chercher React Logo.png, mais là, c'est plutôt SVG, une petite erreur. Heureusement qu'on vérifie d'ailleurs. On peut fermer ça, on est pas mal. Donc on a notre image. Maintenant, on va imbriquer une première balise dans laquelle on va pouvoir mettre le titre de notre application. Ici pour moi, TaskFlow. Alors j'avais évoqué la possibilité de mettre un sous-titre, donc on s'en occupe tout de suite. On va créer une div qui aura une class name, pareil, générique, qui s'appellera color-gray. Pour désintensifier un petit peu la couleur de notre sous-titre. Et on va utiliser aussi la petite balise code. Ici pour moi, éliminer le chaos, suivez le flux. On va sauvegarder. Je vais supprimer ma recherche ici qui est gênante. On va sauvegarder et puis on va se rendre dans le container et notre but, ça va être de commencer à exploiter notre premier composant. On va se rendre à ce niveau-là. On va indenter proprement. Et ici, on va importer header. Alors, on a une petite erreur, donc c'est bien de l'avoir, hein, tant mieux. On a une erreur de file ici. On nous dit que l'importation asset React Logo SVG qui provient du composant header.jsx qu'on vient de faire n'est pas trouvé. Donc ici, il ne trouve pas le fichier, il demande s'il existe. On va vérifier, il y a forcément un problème d'appellation. Je vais juste vérifier, parce que c'est vrai comme je parle en même temps. Effectivement, il ne s'appelle pas du tout React Logo, il s'appelle React.svg, donc forcément, ça n'existe pas. On va pouvoir sauvegarder plutôt comme ça. Ok. Donc j'ai un élément ici qui me permet de retrouver à la fois le logo, à la fois le titre, le sous-titre et le nom de la version de notre application. Ici, je n'ai pas encore appliqué le style CSS, donc on va le faire tout de suite. Le style CSS, ici, c'est celui-ci.
Donc je te rappelle que tu peux télécharger les ressources sur Coders Monkey ou copier le code toi-même. Ici, donc, on a un container qui va avoir un display flex, un space between pour pouvoir mettre l'élément du titre plutôt sur la gauche, l'élément ici de la version sur la droite. Et puis on va avoir ici un container pour le titre qui va nous permettre justement de rajouter un flex sur le logo et sur le titre et le sous-titre pour que les deux soient côte à côte. Ok, je sauvegarde et j'ai bien mon élément qui s'est mis en place. D'accord ? J'ai bien mon titre avec ma version sur la droite. On est plutôt pas mal avec le header. Alors ça, c'est un composant qui n'aura strictement aucune logique. Donc on peut déjà le fermer et puis voir un petit peu ce qu'on va faire en étape numéro 2. Alors une fois qu'on a travaillé sur le header, on va devoir travailler sur la partie input. C'est la partie qui va nous permettre justement de créer une tâche. Comme je te l'ai dit, on va travailler en UI first, c'est-à-dire que déjà on va commencer par mettre en place les composants, la structure, le style CSS. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut jouer avec ces informations manuellement. Et ensuite seulement, on travaillera sur la partie logique. Donc ici, on va créer notre composant input qui va nous permettre de faire ça. Allez, c'est parti. On se rend ici. On va se rendre dans task input et on va créer notre composant task input.jsx. On lui crée tout de suite son style associé task input.module.css. C'est parti. On se rend dans le composant et on commence à créer la structure de notre composant. Go! Alors, ce composant, lui, sera utilisé pour afficher le champ de saisie de nos tâches. On commence tout de suite par lui mettre une première balise qui aura plusieurs classes. Donc, on se met ici en JSX et on balance les backticks. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir besoin de dupliquer, on va avoir besoin d'introduire plusieurs classes. Déjà, une classe qui sera générique et une autre classe qui, elle, sera spécifique. Donc ici, on va faire référence à son module, style, qui s'appellera donc la classe element. On continue notre balise, ça sera vraiment notre balise générale de ce composant-là. Donc comme d'habitude, on importe style, qui provient de taskinputModule.css. Alors, comment va se constituer notre composant ? Déjà, on va avoir un premier texte pour indiquer à la personne d'ajouter sa première tâche. Et puis ensuite, en dessous ce titre, on aura un formulaire avec un champ input et un simple bouton. On commence avec le titre, qui sera « Ajoute ta prochaine tâche ». À ce niveau-là, je rentre une autre classe qui, elle, correspondra au titre. Donc, style, ça sera la classe title. Je me suis gouré. On reprend ici style.title. Je sauvegarde. Je vais prendre ce composant input pour qu'on puisse voir un petit peu sur quoi on travaille au fur et à mesure et je vais l'introduire toujours dans mon composant container. Puisque tu l'as compris, le composant container sera le cerveau de l'opération. C'est lui qui va définir les outils et les transmettre en propriété à chacun de nos composants suivant ce dont ils ont besoin. Donc je sauvegarde. Ici je referme. Et j'ai déjà donc mon composant. Donc tu vois qu'ici la classe box en style générique me permet d'avoir la possibilité de faire un encart avec du padding, du background. J'ai un style aussi sur mon H2 qui me permet de styliser tout ça. Donc comme je te l'ai dit, après le H2, on va avoir la possibilité de mettre un formulaire. C'est lui qui va gérer plus ou moins l'action qui sera réalisée lorsqu'on appuiera sur le bouton. Donc pareil ici, je vais lui donner une classe qui correspondra à style, donc classe spécifique, container. À l'intérieur, on va matérialiser un élément input de type texte. Qui aura la classe input. OK. Petite erreur. On va indenter ça proprement. Ce champ input, on peut lui donner une notion de placeholder. Donc ça sera ce qui sera affiché lorsque rien n'est affiché dans notre champ input, tout simplement. Pour moi, ça sera indiquer un titre de tâche explicite. Voilà, c'est une explication qu'on va donner à l'utilisateur. On va sauvegarder. J'ai bien mon champ input qui apparaît ici avec le placeholder indiqué un titre de tâche. Donc c'est un endroit dans lequel je vais pouvoir écrire quelque chose. Ensuite, je vais avoir un button qui lui va avoir une classe générique qui s'appellera button primary. Donc ça, c'est des classes disponibles dans l'index CSS.
Et ce bouton, lui, il va avoir le texte, par exemple, ajouter, puisqu'on ajoute une tâche. On va avoir la particularité que ce bouton est en type submit, puisque l'action de cliquer sur ce bouton doit déclencher en fait le formulaire. On verra qu'ici on associera qu'est-ce que fait le formulaire, donc il manque encore des données, mais nous on crée comme ça juste la structure. Comme c'est un type générique, j'ai déjà le style associé, mais je vais maintenant ajouter ma feuille de style taskinputmodule.css pour voir un petit peu à quoi tout ça va ressembler. Ici, je glisse mon style. Donc ici, j'ai une classe element, une classe container, une classe title, une classe qui va définir le style du input. Ici, j'ai pas nécessairement besoin de cette classe d'ailleurs, over. Et ici, une classe au focus. Je vais sauvegarder. Alors, il me manque quelque chose. J'imagine que j'ai un petit souci de classe. Non, j'ai pas de souci de classe. Donc, si je reprends ici, le style de container est là. Donc, j'ai bien un élément flex qui me demande un justify content space between, donc de part et d'autre de ma ligne, avec un léger gap et un alignement center. Or, j'ai un champ input et un bouton en dessous. C'est tout simplement qu'ici, la classe container ne prend en charge qu'un élément, puisque j'ai mis le bouton au mauvais endroit. Donc, je vais plutôt insérer mon bouton dans mon formulaire de manière à avoir le champ input, le bouton, et donc si je sauvegarde, avec un élément aligné et un léger gap qui me permet d'avoir un espace. Voilà, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus cohérent par rapport à ce que je recherchais. D'accord ? J'ai mis un petit halo de lumière, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à recopier le CSS ou à utiliser les sources. Dans tous les cas, on arrive comme ça, on obtient un formulaire qui est plutôt esthétique et qui permet d'avoir un petit focus lorsqu'on fait quelque chose. Et puis quand on ne clique plus, on a voilà, une couleur d'affichage qui va changer. Et un bouton sur la droite qui va nous permettre de déclencher des choses au niveau de notre formulaire. D'accord ? Bah écoute, ça me paraît pas mal pour l'instant. Maintenant qu'on a cet élément, je te propose de travailler directement sur la liste. Donc la façon dont on va pouvoir lister maintenant toutes les tâches qui seront introduites par l'utilisateur. On supprime ces fichiers pour l'instant. On se rend dans nos fichiers habituels et on se rend dans task list. Ici, on crée un premier document, tasklist.jsx, et on associe directement son module CSS. Je pense que tu commences à comprendre un petit peu la méthode à avoir. Allez, c'est parti. On crée notre composant. Donc, le composant TaskList, lui, va être utilisé pour afficher la liste des tâches. Il aura son style associé et on va partir dans un élément box pour pouvoir commencer à travailler. Donc, on va commencer à introduire notre premier titre parce qu'on aura un titre ici. Donc, il sera dynamique par la suite. Pour l'instant, on va le définir comme ça et on le fera évoluer ensuite. Donc là, on va utiliser la style title, la classe title. Alors on va donner un titre à notre composant. Ici ça sera il te reste encore X tâches à accomplir. X parce qu'on va remplacer ça par une donnée dynamique. Mais de toute façon on remplacera le contenu du titre par une donnée dynamique parce qu'en fonction de ce qu'il doit faire, on écrira quelque chose. Donc soit on écrira un élément empty state, c'est-à-dire on n'a pas encore de tâches, donc on dit à la personne c'est super, tu n'as rien à faire, profite de ta journée. Ou alors il a des tâches à accomplir et dans ce cas-là on va lui dire le nombre de tâches qu'il a à accomplir. Ou alors il a des tâches mais elles sont toutes accomplies et dans ce cas-là on le félicitera d'avoir accompli toutes ces tâches. Tu l'auras compris, ici il y aura une dynamique associée à ça. Mais une fois qu'on aura donc notre titre, on va commencer à ouvrir une balise UL. Et à l'intérieur, on mettra notre élément composant task list. Ici. Donc le UL, l'objectif du UL ici, c'est de créer une liste. Donc on crée un premier UL et à l'intérieur, il y aura les listes. Donc tu l'auras compris, ici, le composant, lui, sera imbriqué dans un LI. Comme ça, chaque item sera un LI de notre UL. On va simplement donner une petite classe à ce niveau-là, qui sera une classe spécifique, dans laquelle on va pouvoir donner du style au contenu pour pouvoir aligner nos items correctement. Donc ici, on va l'appeler container. Comme d'habitude, ici, on lui introduit un style CSS, donc un style pour le titre, un style donc pour le container qu'on vient de mettre, et puis on verra par la suite la notion d'empty state ici qui sera utile pour afficher un message différent si on n'a encore aucune tâche. Je sauvegarde. Et je peux sauvegarder ici mon composant. Mon composant task list, j'ai plus qu'à l'importer dans Task Container. Et sauvegarder pour voir ce qui se passe. J'ai du coup maintenant mon composant de liste qui est associé avec le titre, la notion ici qui sera variabilisée, et mon composant
d'item, pardon, je me suis gouré, hein, j'ai mis task list, mais c'est une grosse erreur de ma part et du coup d'incompréhension pour toi, j'imagine. Ici, là, c'est task item, hein, bien sûr. C'est les items qu'on va boucler à ce niveau-là dans le tableau et pas la liste. Hein. La liste, c'était celui-là. Donc, on va imbriquer un nouveau composant enfant dans ce parent-là, qui lui-même est enfant du container. Ok ? Ça nous permet d'avoir la troisième structure, donc le header, le champ input et la structure de liste. On va maintenant travailler sur l'item et puis ensuite on travaillera sur le footer. On va voir comment tout ça peut se marier et puis ensuite on fera la logique de notre application tout tranquillement. Allez, comme d'habitude, on ouvre notre infrastructure, on se rend dans Task Item et on crée notre composant. Ici, Task Item.jsx. On crée son module, Task Item.module.css. Voilà. On se rend dans Task Item et on va commencer à créer comme d'habitude le composant. Allez, c'est parti, on crée notre structure de composant. Donc ici, on importe le module. Ce composant, lui, sera utilisé pour afficher une tâche dans notre application. Et on return un LI, puisque comme je te l'ai expliqué, ici, on va l'imbriquer dans un UL. Donc chaque élément de item sera un LI. On donne tout de suite une classe de container à notre LI. Donc évidemment, notre item, et ça tu l'as vu en introduction de cette formation, il va avoir plusieurs étapes, plusieurs styles, puisque si la tâche est complétée, on va lui donner un style de succès. Si elle ne l'est pas, on va lui donner un style par défaut. Donc on va tout de suite ici se mettre en JSX et ouvrir les backsticks, puisque c'est quelque chose qu'on va conditionner. Il va falloir qu'on puisse donner des conditions à l'intérieur. Donc ici, je vais l'appeler style.container, de manière à avoir le style du container, puis par la suite, on aura différents styles. Pour commencer, on va commencer avec le style default. D'accord, donc ça sera l'affichage standard ici de notre item quand la tâche n'est pas accomplie. Alors, de quoi va être composé finalement notre composant? Il va avoir 3 éléments. Le premier sur la gauche avec à la fois l'ID, donc le numéro de notre item, ça nous permettra d'indiquer tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4 en fonction de son ID. Et associé au titre, donc ça sera le titre de la tâche, c'est-à-dire ce que la personne renseigne dans le champ input à ce niveau-là. Et sur la droite, on aura plus tard un bouton qui nous permettra de supprimer cet élément de notre liste. C'est parti. Donc on crée notre premier élément dans une balise div qui aura la classe item. Donc on va informer style.item. À l'intérieur, on aura 2 éléments. Donc on fait 2 balises puisqu'on aura ici le numéro, sous-entendu ici l'ID, et ici le titre. D'accord? Ça sera le titre de notre tâche. Donc on l'imbrique ça dans un élément. Donc je t'ai expliqué que cet élément-là, il sera associé aussi à un deuxième, c'est-à-dire sur la droite, un bouton qui nous permettra, lui, de pouvoir supprimer la tâche. Allez, on donne une classe à notre numéro pour pouvoir le styliser. Ici, ça sera une classe spécifique qui, elle aussi, sera conditionnée, donc entre backsticks pour commencer. À l'intérieur, on va lui donner le style qui correspond aux ID de nos tâches. Et on va lui demander une deuxième classe supplémentaire qui, elle, sera spécifique aussi, qui correspondra plutôt au style par défaut. Je crois que je l'ai appelé ID default. Ici, comme c'est le numéro de l'ID et qu'on n'a pas encore d'ID, etc., je vais le matérialiser tout simplement par un 1 et puis on viendra changer cette valeur dynamiquement. Ici, on va lui donner également une classe qui s'appellera content default. On veut un style qui correspond à une valeur par défaut, puisque lorsque la tâche sera complétée, on va lui demander de passer sur une couleur verte, on va lui demander d'être rayé, etc. Donc ici, on viendra conditionner ça avec un ternaire pour pouvoir afficher soit le content success, soit le content default pour l'instant. Et donc ici, un titre de tâche qu'on peut matérialiser ici en dur, comme par exemple ranger mon bureau et finir d'apprendre React. Voilà, le petit truc avec ça, c'est un peu chiant. Ouais, on va le désactiver. Ouais, on va le désactiver comme ça. Je vais mettre ça pour pas avoir cette erreur-là, parce qu'on va pas se prendre la tête avec ESLint dans cette vidéo.
OK? À partir du moment où on a ça, on va lui donner un petit peu de style. Avant, ce que je te propose, c'est de l'introduire dans notre liste. Donc, d'accord, c'est plus container qui va afficher les items, c'est bien la liste. Ici, on va lister le nombre de tâches et à quoi correspond une tâche? À ce composant-là. Task item. D'accord? Donc, on l'importe et on l'introduit. Effectivement, j'ai un petit problème avec taskItem.module.css. Alors, je vais regarder un petit peu ce que j'ai importé, comment je l'ai écrit. Task item, ok. D'accord, ok, ça vient pas de ça, parce qu'il me semblait qu'il prenait les minuscules quand même. Non, c'est là, ici, j'ai écrit module. C'est sûr, ça n'a pas marché. Module. Allez, c'est parti. Donc ici, on enregistre. On a donc bien notre composant de liste à ce niveau-là avec son titre et qui introduit lui-même le composant de tâche qui correspond à simplement display un numéro et un titre, plus un bouton. D'ailleurs, un bouton que j'ai mis vide, c'est vrai qu'on aurait pu lui mettre quelque chose histoire qu'on puisse voir ce que c'est. Donc on va faire une croix par exemple pour supprimer. On lui donne une classe, là c'est plutôt générique. On va l'appeler button primary cette classe. Voilà. Du coup, j'ai donc bien le numéro, le titre de ma tâche et un bouton qui va me permettre de faire des actions. Allez, on va mettre le style CSS associé. Hop. Donc là, ici, un petit peu plus d'informations parce que c'est vrai que c'est le seul composant de l'application qui va être assez dynamique en termes de style. Il va vraiment avoir besoin d'un affichage en fonction de si la tâche est accomplie ou non. Donc on va passer les éléments en vert, etc. On va les surligner, on va les rayer, etc. Donc ici, on a une classe container, on a une classe item, une classe default qui va avoir un background color, une border color définie ici. La même chose avec le hover, puisqu'on va le voir que voilà, au hover, on va avoir un style qui va s'afficher. Ensuite, on aura le style qui va être appliqué à l'ID. D'accord? Donc l'ID, c'est vraiment c'est cet élément qu'on voit ici. Il aura lui aussi un style par défaut, un style en success. Voilà, un content et un content success. Je te laisse matérialiser ça dans ton code. Mais nous, ça nous permet d'avoir la possibilité d'afficher une première tâche. Donc si on se rend dans Task List et qu'on imite le comportement que pourrait avoir le composant list, c'est-à-dire boucler dans un tableau et nous ressortir plusieurs items, ça nous permet comme ça d'avoir plusieurs éléments. Ici, c'est des éléments identiques parce qu'il n'y a pas de notion de le document ici est écrit en dur, donc les informations sont listées en dur, mais ça nous permet comme ça de voir un petit peu à quoi va ressembler notre affichage. Alors tout à l'heure, je t'ai parlé de style prédéfini, comme par exemple ici un style par default, tu vois, ici. Je pourrais le changer pour un style en success. Donc tu vois que le container ici va avoir un style différent, background, bordure, et puis over, d'accord, pour matérialiser le fait que la tâche est accomplie. Et si tu lui donnes un ID, la classe ID success par exemple, que j'ai déjà préconfiguré moi, tu vois que l'ID va passer en vert. Et tu peux également lui demander un content success, le contenu de la liste, qui va passer en vert et rayé. D'accord? Donc ça te permet de voir qu'en fait, on va pouvoir facilement basculer de l'un à l'autre en conditionnant. C'est-à-dire que task item, notre composant ici item, va simplement avoir besoin de savoir si cette tâche elle est accomplie ou non. Si cette tâche est accomplie, il basculera un style success. Si elle ne l'est pas, il basculera un style par défaut pour avoir l'affichage original. D'accord? Donc tu vois comme ça, l'intervention que j'ai aujourd'hui de travailler mécaniquement au niveau de l'UI sans forcément me prendre la tête avec tout ce qui va être logique, ça me permet déjà de voir si mon apparence va correspondre au style de mon application, tu vois, plutôt que d'y réfléchir en même temps que je crée de la logique et me perdre un petit peu au niveau de mon code. Moi, j'aime bien faire ça, c'est prendre du recul, regarder un petit peu mon interface, mettre mes classes, coder, tu vois, changer un petit peu les informations, voir comment tout ça réagit, qu'est-ce qui se passe quand je vais faire ci, qu'est-ce qui se passe quand je vais cliquer ici, etc. Ça me permet d'avoir plusieurs choses et puis après, je travaille sur ma logique, mais je sais à quoi m'attendre au niveau de mon application, au niveau de mon style. D'accord? Allez. On va se mettre comme ça. On peut continuer, donc on va fermer l'item, on va fermer la liste et on va rester dans le container puisque maintenant, on va avoir besoin d'ajouter le dernier composant de notre application, c'est-à-dire le footer. Allez, c'est parti. Le footer, tu verras que c'est pas bien compliqué. Ça va être un petit peu comme le header, à la différence qu'il aura une petite logique, lui, de son côté. Donc, footer.jsx. Le footer, par définition, c'est toujours l'élément qu'il y a en bas de
de ton application. Le header, c'est toujours celui qui est en haut, hein, c'est l'entête. Donc ici, footer.module, et cette fois-ci, je vais essayer de l'écrire correctement. Module.css. On y va comme ça, et on crée notre composant footer. Allez, c'est parti. On crée notre structure de composant footer. On va avoir la possibilité de lui mettre un petit texte. Ici, on va lui donner une classe qui correspondra au style de footer, tout simplement. Qui sera défini dans son module. Et à l'intérieur, ce qu'on veut marquer. Moi, je vais indiquer, avec TaskFlow, tu as éliminé Xtâche. Donc évidemment, ce chiffre-là ici sera variabilisé. Et ce S le sera lui aussi, puisque suivant si tu as une tâche de définie, on ne t'affichera pas le S. Si tu as plusieurs tâches, on l'affichera. Et puis on aura aussi un affichage global que je voudrais que tu puisses voir aussi dans cet épisode. C'est la notion de est-ce qu'on affiche ce composant ou non, puisque certaines fois on l'affichera, certaines fois on ne l'affichera pas. Par exemple, tant qu'il n'y aura aucune tâche au niveau de notre composant, et tant qu'aucune tâche ne sera accomplie, on n'affichera jamais ce footer. Ce footer, il existera uniquement si on a au minimum une tâche qui a été accomplie dans l'application, ce qui paraît logique, mais donc ça sera simplement voilà, cette petite logique qu'on intégrera dans notre footer. Ça nous permettra de voir un petit peu comment est-ce qu'on monte, comment est-ce qu'on démonte le composant en fonction de différentes choses. On va intégrer footer dès maintenant ici à notre composant container, puis ensuite on lui associera le style. Voilà, donc c'est quelque chose qui est ici. Donc pour le composant footer, c'est pas très important. On a juste une petite classe footer à apporter et on va la mettre à ce niveau-là. Donc un display flex, on va lui demander un justify content de centré, une hauteur de 70 pixels et une couleur white, histoire d'avoir voilà, quelque chose qui va se matérialiser plutôt au centre de notre application. On a notre application qui a été formée, qui a été designée. J'espère que le design te plaît. Moi, j'aime bien le thème un petit peu sombre, etc. Donc on a quelque chose qui est assez plaisant, qui est assez joli, sur lequel on va pouvoir maintenant travailler d'un point de vue de la logique. Alors étant donné que la fonctionnalité première de notre application, c'est de gérer des tâches, il va falloir qu'à un moment donné, on puisse ajouter des tâches dans notre projet pour pouvoir travailler. Donc ce que je te propose, c'est de supprimer cet affichage-là qui nous a servi à matérialiser un petit peu la vue de notre application et de travailler principalement sur la notion de ajouter une tâche. Comme ça, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on crée une tâche, comment est-ce qu'on va gérer la structure pour transmettre aux bons composants les bonnes informations pour qu'ils puissent travailler, donc c'est-à-dire ici le fait de créer la tâche. Et puis une fois qu'on aura la possibilité de créer des tâches et qu'on aura déjà des tâches en mémoire dans notre application au niveau des états, des states, on aura la possibilité ensuite de transmettre d'autres props, par exemple à la liste, comme la notion des tâches qui ont été créées, pour qu'ensuite ce composant-là puisse tranquillement travailler et lui créer sa propre liste de tâches en fonction des informations qu'il aura. D'accord ? Donc il y a évidemment une direction à avoir. C'est d'abord on crée les tâches, ensuite on apprend à les lister. Une fois qu'on les a listées, on va venir les modifier. Une fois qu'on les aura modifiées, on apprendra à les supprimer et on aura déjà quelque chose qui sera très intéressant pour commencer. Allez, je réduis un petit peu la vue à cet état-là. Donc c'est bien parce que l'application peut se voir en format vraiment responsive. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours le cas, mais là c'est plutôt cool. On n'a même pas besoin de travailler sur une version responsive finalement. On peut se faire de la place, on va supprimer le footer module pour l'instant, le footer aussi également. C'est quelque chose qu'on peut, pourquoi pas laisser comme ça. Nous, on va se rendre dans le Task Input Component, donc contrôle-clic sur le composant, ça te permet d'aller directement au bon endroit. Et ici, on va regarder un petit peu la logique. Donc, dans un premier temps, la logique qui va être utilisée ici, c'est dans un premier temps déjà de pouvoir faire réagir ce champ de formulaire. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qui a été écrit dans le formulaire, parce que là, typiquement, si j'écris quelque chose, là, mon code n'en a absolument pas l'information. Donc, il faut qu'on puisse récupérer ce qui a été écrit à ce niveau-là. Et ensuite, il faudra qu'on puisse l'ajouter. Et donc, lorsqu'on va l'ajouter, il faudra que notre composant container, là, le cerveau de notre application, puisse nous donner l'outil à Task Input. Il faut qu'il puisse lui donner l'outil qui va être utilisé lors du clic sur le bouton ajouter, puisque lors du clic sur le bouton ajouter, on va devoir ajouter la tâche. Alors, voyons comment on peut récupérer l'information d'un champ de formulaire de manière assez basique. On va créer une première fonction qui va nous permettre de capturer ce qui est écrit. On va l'appeler handle input change. Cette fonction, elle va prendre un paramètre type event, on peut juste marquer E, c'est pareil. Ce sera une fonction fléchée.
à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ce que je te propose, c'est de console loguer tout simplement ce qu'il y a dans E. Ça va nous permettre de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe progressivement. Notre champ input, c'est lui qui va utiliser cette fonction-là. Parce que lui, notre champ input, il reçoit des événements, et ben l'objectif, c'est de les transmettre à cette fonction-là. Donc on va demander à ce formulaire qu'à l'événement onChange, à chaque fois qu'il va entendre un changement, il va falloir qu'il joue cette fonction. La fonction qui log simplement ce qui est transmis en paramètre E. Cette fonction, elle s'appelle handle input change. Donc, on la renseigne à ce niveau-là. Je vais simplement sauvegarder. Ici, je vais ouvrir la console de mon navigateur. Je vais peut-être me mettre un petit peu comme ça. À ce niveau-là, je vais commencer à écrire quelque chose. Et là, je vais voir des choses qui vont apparaître à la console à chaque fois que je vais ajouter une lettre. Donc, on le voit bien. Ici, à chaque fois que mon élément input change, j'ai bien le jeu de la fonction handle input change qui, elle, se charge de loguer E. Alors, on va regarder un petit peu à quoi correspond ce qu'on log ici, le E, l'événement. L'événement comprend pas mal de propriétés. Je peux te laisser regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur si ça t'intéresse. Nous, on va s'intéresser plus particulièrement à l'événement target. À ce niveau-là, il y a encore une fois pas mal de choses à observer. Je te laisse observer aussi si ça t'intéresse. Nous, on va plutôt s'intéresser à ce qui est compris dans la valeur. Ici, à target.value. Donc ici, si on log maintenant .target, ici .value, supprime la console. Si j'essaye donc, à chaque fois que je vais indiquer quelque chose dans mon formulaire, je vais avoir la possibilité de récupérer la valeur à ce niveau-là du formulaire. Maintenant que je sais ça, je peux retourner dans mon code. Et étant donné que e.target.value fait référence à ce qu'il y a actuellement indiqué dans mon champ de formulaire, je vais enfin pouvoir travailler. Ce que je te propose ici, c'est simplement de faire un état, simple state, qui va s'appeler task, par exemple, title. Il aura donc, comme on l'a déjà vu dans la formation, l'élément, la méthode set, qui va lui permettre de pouvoir mettre à jour cet état-là. useStates, on va l'importer, et pour l'instant, ESLint m'indique que c'est des choses qui sont déclarées mais jamais utilisées. D'accord? Donc on importe bien les states, c'est très important. Cet état task title va correspondre en fait à ce que la personne a renseigné dans le champ de formulaire. Donc ici, plutôt que de faire un console log, on va tout simplement faire un set task title. De cette manière, à chaque fois, mon état va changer et devenir le titre. À l'initial, ça ne vaudra rien, mais ensuite, task title vaudra le titre qui a été renseigné par la personne. Donc si je fais un simple console log de cette information, ça sera exactement la même chose que tout à l'heure, à la différence que cette fois-ci, on l'a préservé dans un état. Je vais faire comme ça. Ici, si j'indique Arnaud, on voit bien l'acheminement de mon état qui a évolué. Cette fois-ci, j'ai bien Arnaud. Ferme la console. J'arrive bien à récupérer l'information de mon champ input. Je vais supprimer cette console qui n'est plus utile. Là, on a fait déjà 50% du travail, c'est-à-dire qu'on a réussi à récupérer l'information. Maintenant, notre objectif, ça va être de leur transmettre à notre composant container. C'est là que c'est très intéressant de travailler avec un container, d'accord, le parent de plus haut niveau. Parce que ce n'est pas le parent qui va devoir aller chercher l'information dans le composant enfant, mais c'est plutôt le composant enfant qui va transmettre directement l'information au composant parent. Donc le composant parent, lui, va travailler sur une fonction qui lui permet d'ajouter une tâche et qui va simplement demander à ce qu'on lui donne le titre de la tâche, puisque c'est la fonction première de notre composant input. Donc c'est très important dans ton code de pouvoir séparer en fait tes responsabilités. Chaque composant a ses propres responsabilités. Le cerveau de l'opération, il a beaucoup de responsabilités, le parent, d'accord. Par contre, le champ input, lui, il a une toute petite responsabilité. Sa seule responsabilité qu'on lui demande, c'est d'afficher un titre, un champ input, un bouton, de pouvoir écouter ce qu'on renseigne dans le champ input et de pouvoir, au clic sur ajouter, l'envoyer ailleurs. Lui, il n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'application. Est-ce qu'il y a des utilisateurs qui sont connectés? Est-ce qu'ils sont 3 millions? Comment ça se passe? Non, lui, il a juste besoin de faire ça et on va lui demander de faire ça. Donc, on va déjà travailler dans le container, c'est-à-dire le composant de plus haut niveau, donc le cerveau de l'opération. Avant de travailler sur la fonction qui nous permet d'ajouter une tâche, ce que je te propose, c'est de créer un état qui va être général, qui sera l'état de la liste des tâches. C'est cet état-là qui va ensuite nous servir dans toutes les opérations, puisque c'est à lui qu'on va communiquer si on veut changer une tâche, modifier la tâche ou supprimer la tâche.
Mais c'est aussi lui qu'on va aller chercher pour lister toutes les tâches. Donc c'est vraiment l'état général de notre application. Alors c'est un simple state, hein, toujours, il n'y a pas de problème là-dessus. On va utiliser ici l'état taskList avec sa méthode setTaskList au pluriel puisqu'il y en aura plusieurs. Et donc ici, on fait référence à useState qu'on importe sans plus attendre et on l'initialise dans un array. Pourquoi un array? Parce qu'en fait, ça sera un tableau dans lequel il y aura des objets qui correspondront toutes à une tâche. Ce qu'on peut faire, c'est tout de suite en matérialiser une, histoire d'avoir un petit peu quelque chose à manger, parce que sinon on va rien pouvoir faire, on va pas pouvoir travailler. Moi, je voudrais te montrer à quoi va ressembler une tâche dans un objet, donc on va la définir. Ici, chaque tâche sera un objet et aura 3 propriétés. Un ID de type number, donc un numéro, un titre de type string, donc du texte, et une propriété completed qui sera elle plutôt un booléen, donc true, false, pour savoir si la tâche est accomplie ou pas. Donc ici, on va définir la première propriété qui sera un ID, 1. On a dit qu'on proposait un titre, faire la vaisselle, et pourquoi pas une propriété completed qui sera un simple booléen, ici false. Est-ce qu'elle est complétée? Non. Ce sera une tâche incomplète. Donc on a un premier état qui est un array. Je vais le mettre comme ça, je ne sais pas si c'est plus simple pour toi de visualiser ça comme ça. Donc c'est un array dans lequel on aura un objet qui aura 3 propriétés. Par exemple, je pourrais créer dans cet array, dans ce tableau, une deuxième tâche. Ici, je pourrais avoir la tâche numéro 2, sortir le chien. On peut définir par exemple cette tâche à true, pourquoi pas. Je vais simplement sauvegarder. À ce stade, ce que je te propose, c'est de loguer à quoi ressemble notre état. C'est un petit peu bête ce que je fais ici parce que finalement, je vais te loguer exactement ce que tu as sous les yeux là. Donc, je ne sais pas si ça a de la valeur ce que je suis en train de faire. Mais ici, je log donc l'état taskList. Tu comprends que dans taskList, il y a évidemment un array qui comprend 2 éléments qui sont 2 objets dans lesquels chacun va avoir des propriétés. Completed ID title, completed ID title. Voilà, ça correspond à une tâche. C'est assez simple. Mais là, ce que je suis en train de te montrer, c'est vraiment des choses qu'on fait à très haute fréquence dans React. D'accord? Donc, une fois que tu as compris ça, franchement, tu es déjà capable de faire pas mal de choses. Ici, donc, notre état est simplement un objet avec des valeurs à l'intérieur. Et nous, justement, on a créé un composant qui va avoir le rôle justement d'incrémenter à l'intérieur des nouvelles informations. Donc voilà, je t'ai proposé de la matérialiser ici pour qu'on puisse voir un petit peu à quoi ça ressemble, pour que tu comprennes mieux un petit peu l'outil que le container va créer pour pouvoir créer une tâche, puisqu'évidemment, lui, il va devoir créer ça dynamiquement. À ce niveau-là, les seules valeurs qui changent finalement vont être l'ID, puisque l'ID sera différent à chaque fois qu'on ajoutera une tâche. Donc il faudra que la fonction le fasse dynamiquement en fonction du nombre de tâches qui est à l'intérieur. Donc là, je te spoil vraiment l'exercice. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que si taskList a 0 tâches à l'intérieur au moment de la créer, on lui assignera la valeur de 1. Puis ensuite, on prendra le nombre de tâches qu'il y a dans taskList, puis on l'incrémentera de 1, tout simplement. On a fait des exercices d'incrémentation dans la formation React.js, donc c'est pour nous très très simple. Tout simplement, on va simplement voir à l'intérieur ce qu'il y a. Donc, lors de la création de la deuxième tâche, on va se rendre compte qu'il y a déjà un élément. Donc, on va faire 1 plus 1 et ça sera 2. 2 plus 1 et ça sera 3. Et donc, à chaque fois, on va définir notre ID de manière aléatoire. Contrôlée. Donc, du coup, c'est évidemment quelque chose que le container va faire. C'est pas quelque chose que le composant enfant, input, va pouvoir transmettre parce que lui, il n'a pas forcément l'information de combien il y a de tâches. Lui, ce qu'on lui demande, c'est simplement d'ajouter une tâche. Donc, on va transmettre uniquement à ce composant la possibilité d'ajouter une tâche, mais on ne lui dira jamais combien de tâches il y a, est-ce qu'il y a des tâches qui sont complétées ou non. Lui, il va simplement définir le titre parce que c'est lui qui contrôle le titre et pas le composant container. Donc, tu vois, c'est important de comprendre que la responsabilité, chacun l'a. Le composant container, lui, va créer l'outil pour créer une tâche. Il va définir la tâche avec un ID parce que lui, il est capable de maîtriser des choses parce qu'il connaît des choses. Et puis, par contre, il ne connaît pas le titre. Donc, c'est lui qui va lui transmettre l'information. Et la completed, on va toujours la basculer à false puisque quand tu vas créer une tâche, elle ne sera jamais complétée. Il va falloir la compléter. Je vais me faire un petit peu de place ici, revenir ici comme ça. Je vais te laisser ça ici sous les yeux pour qu'on puisse travailler sur notre fonction. Donc, on va tout de suite créer une fonction qui va s'appeler addTask. Je te rappelle que c'est important que le nom de tes fonctions corresponde à ce qu'elles font pour que ce soit plus compréhensible pour toi et les gens qui te lisent, qui lisent ton code. Donc, cette fonction-là va prendre un paramètre. J'imagine que tu as compris quel serait ce paramètre.
Ici, le paramètre qu'on va transmettre à cette fonction, ça sera title, puisque c'est la seule information qu'on va avoir besoin de connaître. Title ici. Donc ici, pour créer une nouvelle tâche, on va créer donc une nouvelle variable qui s'appellera newTask. Comme ça va nous permettre de pouvoir créer cette nouvelle tâche, puisque nous, on va récupérer le titre. Ici, quand on va jouer aTask, on va lui transmettre le titre. Donc aTask aura le titre. Nous, on va composer notre tâche en fonction de ce qu'on vient de faire juste en haut, ici. Donc effectivement, on va créer un ID, un title et la valeur completed. Donc si on commence par completed, le plus simple, puisque lui, il est officiellement basculé à false dès lors que le système créera une tâche. Notre tâche, ici, ça sera donc un objet avec la propriété completed déjà assignée à false. Ensuite, on aura la propriété title, qu'on pourrait simplement écrire comme ça pour plus de clarté, mais qu'on pourrait écrire comme ça si tu n'es pas très à l'aise. C'est-à-dire qu'on aura donc une propriété title qui, en valeur, aura le titre qu'on leur a donné, tout simplement. Et ici, on va avoir donc la propriété ID, où là, on va avoir une petite logique à définir, celle qu'on a déjà citée. Ici, je vais mettre 5, le temps de t'expliquer un petit concept, et je vais sauvegarder. Je vais ouvrir ici ma console, et on va faire quelque chose d'intéressant. Donc, ici, on log task list. Comme c'est un array, on a la possibilité d'accéder à length, la propriété length, qui me permet de savoir combien d'éléments elle contient. D'accord ? Si j'ai un autre élément ici, on voit bien que ce chiffre évolue. Bon, c'est pas grave, je la duplique comme ça. On voit bien que j'ai 3 éléments à l'intérieur. Donc la propriété length du tableau, de l'array, me permet de savoir combien il y a d'éléments. Donc, ici, il pourrait très bien y avoir, si tu suis la logique, si je commande ça, il pourrait très bien y avoir 0 élément. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement venir ici, et plutôt que d'informer quelque chose en dur, c'est de lui informer à ce niveau-là la valeur du nombre de tâches qui sont contenues dans notre array. Donc ici, pour l'instant, 0. Et à ça, je vais incrémenter 1. De cette manière, ici, j'aurai 0 plus 1, donc la première tâche aura l'ID de 1. Ensuite, j'aurai un length de 1, donc ça sera 1 plus 1, et j'aurai la valeur de 2. Là, je te le montre comme ça, mais on verra qu'on reviendra ici sur cette logique, et tu comprendras un petit peu mieux après pourquoi. Je vais supprimer un petit peu ce que je log, c'est plus très intéressant. Une fois qu'on a constitué notre premier objet, notre tâche, avec ses propriétés qui sont bien définies, ici grâce à title et grâce à task list length, ce qu'on va faire, c'est mettre à jour notre état via la méthode setTaskList, ici. Une fois qu'on l'a construit, donc on va ouvrir les parenthèses, d'accord, parce que c'est une fonction. Et à l'intérieur, on va incrémenter la nouvelle tâche aux tâches existantes. Donc ici, on utilise le spread operator, donc task list. Donc ici, le spread operator, en fait, il va nous permettre de créer une nouvelle liste qui contient tous les éléments de la liste existante. D'accord ? Donc on va rajouter ici dans la liste l'élément newTask, celui qu'on vient de créer tout simplement à ce niveau-là. En gros, ça nous permet d'ajouter newTask à ce niveau-là à la liste existante qui est taskList sans modifier celle-ci. D'accord ? Donc on ne modifie pas la liste, on n'est pas en train de. D'accord ? On est juste en train de lui ajouter un nouvel élément. Donc en gros, on met à jour l'état taskList, avec tout ce qu'elle contient déjà, plus la nouvelle tâche qu'on vient d'avoir. Donc si elle a 0, on va simplement incrémenter le premier élément, mais si elle en avait 10 000, on viendrait rajouter 10 001 opérations, d'accord ? 10 001 tâches. Ok, je sauvegarde. Maintenant que j'ai mon outil, maintenant que le cerveau de l'opération, mon container, a créé pour moi cet outil, et comme tous les composants enfants ici dépendent de sa structure, j'ai simplement besoin de renseigner à l'enfant concerné la méthode à utiliser. Donc ici, par exemple, c'est pas quelque chose que je vais transmettre au header, ni au footer, ni à la liste. Voilà, ces informations-là, ils en ont pas besoin puisque c'est pas eux qui vont créer les choses, c'est plutôt ce composant-là. Donc je vais lui passer la propriété ici qui correspond à un outil pour nous, qui correspond à une fonction. Donc je vais sauvegarder, je vais me rendre dans Task Input et je vais, comme on l'a déjà vu dans cette formation, récupérer tout simplement cette propriété. Cette propriété-là, maintenant, va pouvoir être utilisée. Si je fais comme ça un console log de ma méthode addTask, j'ai bien donc une fonction qui va prendre en paramètre un title et qui va construire un élément newTask et qui va
CT, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, CT task list avec l'élément task list qui existe plus la nouvelle tâche, d'accord? J'ai bien ce fragment de code. Donc j'ai bien passé la méthode qui va lui permettre de construire une nouvelle tâche. Donc tu l'auras compris, lui ne construit pas la tâche, c'est le composant container qui l'a construit. Lui, on lui transmet simplement le bon outil pour pouvoir le réaliser. Étant donné qu'il a déjà créé ses propres outils lui-même pour récupérer la valeur de title, et que aTask, c'est une fonction qui a besoin du titre en paramètre, eh ben on va pouvoir l'utiliser dès maintenant. Alors, on s'était un petit peu arrêté brutalement ici, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on était capable de récupérer le titre, mais on n'était pas encore capable de déclencher nécessairement le formulaire. C'est-à-dire que ce titre, on pouvait le loguer dans la fonction ici handle input change. On a défini qu'on pouvait mettre à jour notre état task title. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. Donc, au niveau du formulaire, à ce niveau-là, on va jouer à l'événement onSubmit. Je vais le mettre comme ça. Donc là, je précise que l'événement onSubmit sera déclenché, d'accord, à partir du moment où quelqu'un va cliquer sur le bouton. Puisque le bouton, et là c'est très important, est de type submit. Attention, si tu ne fais pas ça, ton formulaire ne se déclenchera jamais, évidemment. Donc c'est parce qu'il y a un type submit, le DOM va écouter notre bouton, et lorsque l'événement ici submit sera enclenché, lui va l'entendre, et donc va pouvoir faire quelque chose. Ce quelque chose, ça va être typiquement jouer une fonction. Une fonction qu'on pourrait appeler handle add task. On va l'appeler handle add ici task. Cette fonction, elle n'existe pas encore, on va la construire. Donc on va la créer à ce niveau-là, constant handle add task. Elle aura des paramètres, mais je t'en parlerai plus tard. Alors qu'est-ce que cette fonction va faire ? Est-ce que cette fonction a besoin de récupérer le titre par l'intermédiaire d'un événement ou par l'intermédiaire ici de ces paramètres? Non, pas du tout, parce qu'en fait, notre composant a isolé le titre dans un état global dont tout le monde va pouvoir utiliser dans ce composant-là, qui correspond à task title. Donc ça veut dire que lui, à ce niveau-là, on l'a déjà. Donc on pourrait faire deux choses. La première, c'est d'utiliser notre fonction. Donc ça, c'était vraiment l'objectif premier. Notre fonction, elle prend en paramètre le titre, donc ce qui correspond à la valeur de task title au moment où on a envoyé les informations. Et on peut aussi, pourquoi pas, supprimer la valeur de task title, puisque du coup, si on l'envoie, on va réinitialiser en fait notre champ input à ce niveau-là. Donc on peut tout simplement exécuter ces deux éléments. Je peux sauvegarder. Donc je vais quand même te montrer ce qui se passe si on ne fait pas ça. Je vais simplement console loguer, par exemple, quelque chose. Ici, envoie de la tâche par exemple. Voilà, et on va l'incrémenter avec le state. Donc ici, on ne joue pas de fonction, quoi que ce soit. On va simplement voir comment se comporte notre formulaire. Donc ici, je vais mettre Arnaud. Ici, on peut envoyer les données. Au moment d'envoyer les données, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a eu un rechargement de notre page. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Je vais mettre comme ça. Ici, je vais donc maintenant utiliser le paramètre E et je vais utiliser la méthode prevent default sur mon E. Donc e.prevent default. Et ça, c'est une fonction, c'est une méthode qu'on va jouer tout de suite en rentrant dans le formulaire. Je vais sauvegarder et je recommence exactement la même opération. Je vais me mettre ici, Arnaud, et j'envoie. Cette fois-ci, je vois bien la console se loguer. Alors par contre, ça, il faut que je l'enlève parce que du coup, ça peut prêter à confusion, étant donné qu'il faut que je recharge mon application. Allez, on recommence, c'est pas grave. Ici, j'envoie. J'ai pas de rechargement de ma page et j'ai bien réussi à loguer l'information. Donc ça, c'est très important parce que ici, on ne veut surtout pas que l'application se recharge. Donc on utilise la méthode prevent default de l'élément E. Je te rappelle que prevent default, c'est quelque chose que tu vas retrouver en loguant E, au même titre qu'on a trouvé target suivi de la valeur. D'accord? Donc c'est des informations qu'on va retrouver dans E, l'event. Alors plutôt que de loguer ça, on va donc faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire ajouter une nouvelle tâche et réinitialiser la valeur de notre formulaire à 0. Puisque là, on l'a vu, on a envoyé l'information et le formulaire contient toujours l'information Arnaud. Nous, on aimerait supprimer ça. Je vais sauvegarder, je vais relancer l'application. Et dans Container, ce que je te propose, c'est de loguer task list pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du code. Console log, hop, task list. On ouvre la console comme d'habitude. Je ne sais pas si je vais pas me mettre un tout petit peu comme ça. Ça évitera que je redimensionne les fenêtres en permanence. Donc ici, task list, à l'état initial de notre application, c'est un simple array, un array vide. Je vais à ce niveau-là rentrer une première information, donc simplement un titre.
et je vais envoyer ça. En envoyant ça, je log toujours task list. Donc React a reconstruit mon DOM, a compris qu'il y avait une modification de l'état task list. Il y a aussi des modifications au niveau du texte à ce niveau-là. Et donc mon état task list contient bien un élément. Un premier élément qui va être un objet avec la valeur completed false, un ID de 1 et un titre, mon titre de tâche. Ça y est. Je suis capable de communiquer de mon composant enfant à mon composant parent. Le composant enfant utilise un outil du composant parent pour pouvoir ajouter une tâche. Et le composant enfant, lui, il fait sa petite popote, il récupère l'information transmise dans le input, il le met dans son état et ensuite il le transmet à la fonction et il s'en occupe plus. On a la possibilité comme ça de rajouter d'autres tâches. Et on va voir le système évoluer. Alors là, je vois juste que j'ai un souci qui est gênant, c'est que j'ai l'impression qu'il ne réinitialise pas du tout mon état. C'est pas normal. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là, pourquoi ça ne le fait pas. Mais en tout cas, on voit bien que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ici, j'ai bien task list qui, lui, est bien en train d'implémenter, d'accord, de nouvelles tâches. Donc, j'arrive à avoir, comme ça, mon système qui fonctionne. Ok, donc, hormis ce très bon comportement, je remarque quand même que task title ne se réinitialise pas. Alors, je ne pense pas qu'il se réinitialise pas parce que concrètement, ici, on le réinitialise. Je vais juste regarder un petit peu ce qu'on a fait là. Ouais, ici, en fait, on ne définit pas, c'est vrai que je vais un petit peu vite, on ne définit pas la valeur de task list au moment où il a une valeur. Donc, c'est la raison pour laquelle, lui, là, il n'est pas contrôlé en fonction de l'état, il est contrôlé en fonction de ce qu'on lui rentre à l'intérieur. Donc, du coup, on ne va pas pouvoir agir. Pour ça, il va falloir lui transmettre la valeur. Donc, pour le bien de l'opération, je vais réinitialiser l'application. Parce que là, on le voit, il s'est réinitialisé automatiquement parce que l'état, lui, avait été réinitialisé, hein, d'accord ? Je vais juste refaire l'opération. Donc, par exemple, ici, j'envoie une première tâche. Voilà, j'ai bien une tâche qui va être ensuite détruite. D'accord ? Donc, c'est très important de transmettre la valeur actuelle de task list à notre champ input, puisque du coup, ça nous permet de faire cette réinitialisation. Voilà. Il manquait ce petit puzzle, cette petite pièce du puzzle, pour que tout ça fonctionne correctement. Donc on a quelque chose de vraiment génial. Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut, et ça c'est vraiment le travail du développeur, voyons comment est-ce qu'on peut essayer de casser ça. Comment est-ce qu'on pourrait introduire un bug ? Voilà, comment est-ce qu'un utilisateur pourrait casser un petit peu notre code ? Voilà, ça c'est vraiment des questions qu'il faut que tu te poses en tant que développeur. Ici par exemple, je décide, je vais recharger mon application. Ici je log task list. Task list, c'est un array vide. Pour l'instant, j'ai aucune tâche associée. Si j'ajoute quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Je vais ajouter un objet, donc une tâche, qui sera completed false avec un ID 1. Ça, il n'y a pas de problème puisque c'est le composant container qui s'en occupe. Par contre, il m'a transmis un title vide. Donc, j'ai réussi à hacker un petit peu le système et j'ai la possibilité dans mon truc de pouvoir créer des tâches vides, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Alors, on verra qu'avec les formulaires, on a la possibilité de mettre des sécurités, des messages d'erreur, etc. On verra qu'on peut faire beaucoup plus complexe. Mais aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est simplement d'utiliser la méthode JavaScript trim qui va nous permettre de supprimer l'espace au début et à la fin de la chaîne de caractères. Et du coup, si la chaîne est un espace, du coup, la valeur sera vide. Et comme elle sera vide, on ne pourra pas créer en fait notre tâche, tout simplement. Donc à la fin, ici de prevent default qui nous permet de ne pas recharger notre page lors de la soumission du formulaire. Ce que je te propose, c'est de faire une simple condition ici. On va demander à ce que task title, donc l'état initial, ce qu'on envoie nous ensuite dans la fonction, on va le passer dans trim, qui est une méthode qui va nous permettre tout simplement de supprimer les espaces. Du coup, ce que je demande, en gros, si tu l'as bien compris, c'est si task title existe, du coup, simplement, task title, on va le trimer. Donc si c'était un espace, il n'existera plus. Et comme il n'existera plus, il ne pourra pas passer dans cette condition dans laquelle on ajoute la tâche et on réinitialise l'état. Donc je sauvegarde. Si tu l'as compris, ce qu'on fait ici, je vais mettre un espace à ce niveau-là, ou pas, mais je vais mettre un espace par exemple, et je vais ajouter. Si j'ajoute, il ne se passe absolument rien, puisqu'on est dans la condition ici. Je pourrais mettre comme ça, else, task. C'est vrai que j'oublie de faire des trucs comme ça, mais c'est toujours important. Else, non, je voulais faire console log, pardon. Task title, voilà, is empty, c'est parfait. Task title est vide, d'accord ? Donc ici, si j'envoie, j'ai bien voilà ma fonction qui est jouée, hein, j'ai pas arrêté le comportement de mon formulaire, je suis simplement plus dans cette condition, mais plutôt dans celle-là. L'élément est vide. Et j'ai mis des espaces, d'accord ? Si je mets des espaces, il est vide. Il considère qu'il est vide.
Si je supprime les espaces, carrément, je fais rien, je réactualise l'application même si tu veux. Si j'essaye de rien faire, il se passe rien. Par contre, si je crée maintenant une tâche avec du texte, j'ai bien une tâche qui se joue. Okay, ça me permet d'avoir une simple petite sécurité. Alors ça, on peut le supprimer, c'est pas important. Ok, on a un composant qui fonctionne très bien. Maintenant qu'on est capable de créer des tâches, on peut passer à la suite. On va fermer à ce niveau-là. Ici, on n'a vraiment plus besoin d'avoir des tâches de définies. Donc on va réinitialiser notre état en un simple array vide. Et puis quand il y aura des tâches, elles seront implémentées à l'intérieur grâce à la méthode addTask. Alors posons-nous la question maintenant, de quoi va avoir besoin TaskList? TaskList, on l'a déjà dit, il va avoir besoin d'avoir déjà les informations sur TaskList. C'est-à-dire que, évidemment, son objectif, c'est de lister les tâches. Donc, il va avoir besoin de pouvoir savoir quelles tâches il va devoir lister. Donc, il va falloir absolument qu'on lui transmette l'état initial de TaskList. De cette manière, il pourra travailler là-dessus et pouvoir être capable de lister les éléments de notre tâche. Mais on l'a dit et on l'a vu, il y aura d'autres informations. La possibilité, par exemple, d'éditer. Lorsqu'on va cliquer ici, on va vouloir passer la tâche de completed false à true. Donc, il va falloir qu'il ait l'outil, comme l'a eu addTask pour l'élément input de notre application. Il va falloir que lui ait une possibilité non pas d'ajouter, mais d'éditer. Étant donné qu'on a un bouton dans lequel on va pouvoir supprimer la tâche, il va également lui falloir une méthode pour supprimer les tâches. Troisième information. Et puis ensuite, ici, on a une information de texte qui va réagir, l'affichage de notre composant va réagir en fonction de s'il y a des tâches, s'il n'y en a pas, ou si elles sont toutes complétées. Donc ça, il sera capable de le faire uniquement parce qu'on lui donne les tâches. Mais par exemple, on pourrait très bien lui transmettre une information comme le nombre de tâches incomplètes. Plutôt qu'il ait à faire ce calcul-là, on va demander au cerveau de l'opération, Task Container, comme lui il maîtrise tout, de faire ce petit calcul et de simplement lui renvoyer la valeur du nombre de tâches qu'il y aurait par exemple à accomplir. Alors c'est parti, je te propose de créer ces trois outils. Donc ici, on va créer l'outil qui va nous permettre d'éditer les tâches. Lui, il va prendre en paramètre l'ID, puisque une fois qu'on lui aura donné l'ID sur lequel travailler, lui il sera capable de savoir quelle va être la tâche qu'on va modifier. Et il va également avoir besoin qu'on lui transmette la valeur de modification. Donc on pourrait très bien modifier le titre, etc. C'est juste pas quelque chose que l'application va prévoir. Mais ici, on va plutôt parler de la valeur de completed. C'est lui, en fait, il va modifier la valeur. Donc il va lui dire s'il faut la mettre à true ou s'il faut la mettre à false. Puisque si tu cliques sur une qui n'est pas complète, il va falloir transmettre completed true. Et si la tâche est completed, il faudrait aussi qu'on puisse la réinitialiser à false si on en a besoin. Donc en recliquant, il redéfinira que completed devra être false. Donc c'est plutôt le composant de liste qui va donner ces informations. Déjà sur quelle tâche on a cliqué pour qu'on puisse la modifier. Et qu'est-ce qu'on modifie? Completed true ou completed false? Donc ici, on va simplement lui mettre une valeur d'argument. Ici, completed value par exemple. Je vais juste me mettre ici en camel case. Donc pareil, simple fonction fléchée, qui elle va également faire un set task list, puisqu'elle va modifier. Et à l'intérieur, on va faire un petit peu de logique. Donc déjà, on va prendre la valeur de task list initiale, ce qu'elle vaut à ce moment-là. Comme c'est un array task list, on va utiliser la méthode map, qui va prendre en premier paramètre la tâche. Donc on va pouvoir ressortir la première tâche. D'accord, ça c'est des choses qu'on a fait dans la formation. Et on va se mettre ici. Donc map étant une boucle, on va boucler dans notre array et à chaque boucle, il va nous ressortir la tâche. Donc si on avait 3 tâches, on aura la tâche 1 sur la première boucle, la tâche 2, la tâche 3. Et comme chaque tâche est un objet, on va pouvoir travailler à l'intérieur de cet objet. Donc là, on va conditionner, on va lui demander si à chaque tour de boucle, task, comme c'est un objet, .id égale l'id qu'on a transmis, alors tu fais quelque chose. Autrement dit, si j'ai une boucle dans mon array, si j'ai une boucle avec 3 éléments, ID 1, 2 et 3, et que j'ai demandé de modifier l'élément 3, il va passer sur le premier, donc il va regarder si task ID 1 est égal à ce qu'on lui a donné, c'est-à-dire 3. S'il est égal à ça, on fera quelque chose, sinon on fera autre chose. Donc comme il ne sera pas égal, il va continuer de rien faire, il va passer à la 2, et ensuite il va passer à la 3, donc il va définir que task ID, ici on est sur la boucle 3, s'il est égal à l'ID 3 qu'on a transmis parce qu'on voulait modifier l'item 3, et bien dans ce cas-là, on fera la suite de l'opération. C'est un peu barbare à expliquer, c'est même difficile pour moi de l'expliquer parce que c'est très simple mais complexe à mémoriser, à expliquer comme ça en vidéo.
Donc ici, c'est une simple condition finalement, tu vas le comprendre en manipulant, je pense. Si on est donc en train de modifier le bon item de la chaîne, alors dans ce cas-là, on ouvre les accolades pour créer un nouvel objet. Sinon, ça c'est très important de le retenir, dans ce cas-là, on renvoie la tâche. D'accord? Donc soit ça équivaut à ce qu'on a proposé et dans ce cas-là, on va effectuer notre modification, on va modifier l'objet et le retransmettre, soit on lui transmet toujours l'objet qui était prévu puisqu'on ne le touche pas. Donc ici, c'est pareil, on utilise le spread operator suivi de la tâche de manière à pouvoir lui transmettre l'ensemble de la tâche et lui transmettre uniquement l'élément, donc à comprendre la propriété qui sera à changer. Par exemple, ici, je pourrais mettre simplement true. Alors ça, ce serait un petit peu trop brutal de dire completed true à ce niveau-là, parce qu'il faudrait qu'on ait une nouvelle méthode pour dire completed false. Donc ça vient aussi de ta logique de développeur. Est-ce que tu es du genre à te prendre la tête ou pas du tout? Parfois, on est cerné dans des contextes d'application qui sont très difficiles, dans lesquels on n'arrive pas trop à y arriver, on n'arrive pas vraiment à faire ce qu'on veut. Souvent, c'est parce qu'en fait, on n'a pas un champ assez large au niveau de l'état d'esprit. Souvent, il faut faire les choses plus tranquillement et se remettre en question un petit peu la logique de notre application, parce que parfois le simple fait de changer la logique peut tout changer. Ici par exemple, je pourrais très bien avoir une fonction qui me permet de passer une tâche à true, donc en completed, et une qui me permet de passer une tâche à uncompleted. D'accord? Le problème, c'est que ça me ferait deux fonctions, plus de code, plus de difficultés, plus de probabilités pour avoir des problèmes. Ici, l'idée, c'est d'avoir une seule fonction qui me permet d'éditer et d'avoir quelque chose de dynamique. Et pour cette raison seulement, mais voilà, il y a plusieurs routes pour arriver à Rome, on aurait pu faire les choses différemment. Ici, ce que je te propose, en fait, c'est de transmettre la valeur qui aura été transmise ici en argument. Comme ça, on n'a pas à se prendre la tête sur est-ce que l'édition doit être true ou false. C'est l'édition en fait. L'édition, c'est on change la valeur de la propriété completed selon la bonne tâche, la tâche sur laquelle on aura cliqué. D'accord? Donc on essaye de faire vraiment les choses simples. Ici, je vois que j'ai une petite erreur. On me dit que cette task list n'est pas définie, donc j'ai forcément fait une erreur. Task list. Pardon, ici. Voilà, on va le renommer comme ça. Et là, il me dit task list et non define aussi. Dis donc, je les ai enchaînés là. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? T-A-S-K-S-A, d'accord, ok. C'est tout au pluriel et j'ai juste pas mis ça. Là, il me dit juste que c'est pas utilisé. Ok. Donc, j'ai une valeur, une fonction qui me permet de faire une édition. Tu l'auras compris, elle est relativement simple au final à l'utilisation. On peut tout de suite créer celle qui va nous permettre de supprimer la tâche. Également, elle va récupérer une propriété qui sera l'ID, c'est-à-dire qu'on va lui dire quelle est la tâche qu'on va supprimer, d'accord? D'où l'importance d'avoir un identifiant unique pour chaque tâche. Quand on va cliquer sur la tâche 3, ici, on va lui transmettre 3, et donc nous, notre composant parent, il aura la possibilité de dire je vais supprimer la tâche 3. C'est très important pour pouvoir définir sur quel élément on travaille. Encore une fois, ici, on va utiliser la méthode set de task list, et on va créer quelque chose. Ici, on va récupérer toute la liste des tâches, un array. Comme c'est un array, on va utiliser la méthode filter, donc on va filtrer. Ici, on va filtrer à l'intérieur. Donc pareil que la map, à chaque tour, on aura un élément. On va simplement tester si l'élément ID sur lequel on est en train de boucler correspond bien à l'élément ID qu'on a transmis ici. En gros, je demande à ma liste d'inclure tous les éléments qui seront différents de l'ID qui a été transmis. Donc si j'ai 3 tâches, ID 1, 2 et 3, et qu'ici je souhaite supprimer la 3 parce que j'ai cliqué sur l'ID 3, eh ben, il va inclure dans le filtre tous les éléments qui correspondent à 1 et 2, de manière à me ressortir un nouvel array de task list sans le troisième élément. Et ça va me permettre tout simplement de détruire une des tâches qui aura été proposée à ce niveau-là. Delete task, c'est quelque chose par exemple que ce bouton-là, lui, va utiliser. Donc ça, c'était les deux méthodes les plus importantes pour nous pour pouvoir continuer de travailler. On va quand même créer un nouvel outil qui va nous permettre de définir combien de tâches sont incomplètes et pourquoi pas même combien de tâches sont complétées, puisque c'est des informations que le footer pourrait avoir besoin de consulter à ce niveau-là. Donc c'est toujours pareil, plutôt que de faire un calcul à l'intérieur des composants, d'avoir à leur transmettre des propriétés, moi je préfère travailler dans le container, dans le cerveau de l'opération, pour pouvoir créer un outil qui me permet de facilement retourner les tâches complétées, les tâches incomplétées en nombre, et puis pouvoir les transmettre à n'importe qui en aurait besoin pour pouvoir les afficher. D'accord ?
J'essaie de contrôler un petit peu les choses comme ça pour séparer un petit peu les responsabilités de manière à ce que si je veux travailler sur vraiment la logique fondamentale de mon application, je n'ai pas besoin de me rendre dans des documents, dans des trucs un peu perdus. Je vais directement voir la personne concernée. Ici, ça sera le container. Donc ici, on va créer une fonction qui s'appellera getTaskCount. Voilà, il va me retourner en gros des chiffres. Ça sera une fonction fléchée aussi. Et à l'intérieur, on peut faire des calculs. On va déjà commencer à déclarer une première variable qu'on va retourner plus tard. Ça sera completed task, donc le nombre de tâches completed. Ça sera égal, donc si tu as compris comment on filtrait à l'instant, ça sera égal à task list filters. On va récupérer task, d'accord, hein, de la même manière. Donc on va filtrer le nombre de tâches qui correspondent à la condition qu'on va maintenant informer. La condition, ça sera task.completed. Et ça va nous donner un array avec uniquement les tâches qui sont à completed true. D'accord? J'aurais pu faire ça, hein, c'est pareil, encore une fois. C'est juste une façon plus simple de l'écrire. D'accord? L'idée ici, c'est de me filtrer un array avec uniquement les tâches qui sont completed true. D'accord? C'est ce qu'on cherche à avoir. Ici, les tâches complétées. Comme là, ici, je vais ressortir dans completed task un array, puisque du coup, task list filters, ça va me donner l'array. Moi, ce que je veux, c'est plutôt la valeur length, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans ce tableau, de manière à ce que cet élément-là ne soit plus un array, mais plutôt un numéro. On aurait pu faire les choses différentes. Si par exemple, tu vois, dans un contexte différent, j'avais eu deux tableaux avec deux listes, une liste des tâches accomplies, une liste des tâches qui ne sont pas accomplies, j'aurais très bien pu plutôt transmettre les arrays. Du coup, j'aurais pu lister d'un côté les tâches complétées, d'un côté les tâches incomplètes. D'accord? Là, c'est vraiment parce que moi, dans mon objectif, je veux simplement récupérer un numéro. Donc, je fais ce genre de choses pour ce besoin-là en particulier. Ici, je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire je déclare une nouvelle variable qui, elle, sera par contre incompleted task. Alors ça sera beaucoup plus simple, c'est-à-dire que les tâches incomplètes, finalement, ça sera uniquement la valeur de task list length. Donc, combien j'ai de choses dans ma liste, admettons 3, moins les tâches qui seront complétées. Parce que là, ici, je te l'ai dit, c'est un nombre. Donc ça me permet, tu vois, de rapidement aller à l'essentiel. Ici, si je soustrais le nombre de tâches que j'ai moins le nombre de tâches que j'ai trouvé de compléter, ça me donne celles qui ne le sont pas. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Elle va tout simplement me retourner les deux éléments, completed task et incompleted task. Ça, c'est un outil que Container va pouvoir utiliser pour définir les tâches complètes, les tâches incomplètes. Donc ici, j'ai la possibilité maintenant de créer deux valeurs. La première, completed task. La deuxième, incompleted task. Puisque ça, c'est des variables qui existent uniquement dans ce schéma ici de l'application, uniquement dans la fonction getTaskCount. Donc moi, je vais jouer à l'initiale, ici, getTaskCount, de manière à me ressortir ces deux informations. Maintenant, je vais pouvoir loguer ces deux informations. Et je vais sauvegarder, de manière à pouvoir les utiliser aussi, à faire un peu du ménage dans mes listes d'erreurs parce que je n'utilisais pas certaines choses. Donc maintenant que je log completed task et incompleted task, parce que je te propose de voir, c'est de sauvegarder et puis d'ouvrir la console pour voir un peu comment ça se passe. Donc à l'initial, au moment où je charge mon application, il m'indique que j'ai 0 tâche complétée, pardon ici, et 0 tâche incomplétée. C'est normal puisque j'ai aucune tâche. Je vais rajouter une tâche. Cette fois-ci, j'ai une tâche incomplétée. Je te l'ai mis ici parce qu'en fait, c'est le premier sur la gauche, c'est le complété, le deuxième, c'est incomplété. Ici, j'ai une première tâche qui est incomplétée. Là, je vais mettre une tâche numéro 2. Ici, j'ai deux tâches incomplètes. Alors évidemment, je ne peux pas encore te montrer la notion de completed puisque du coup, on n'a pas encore la possibilité de le mettre à completed. Ok? Donc on verra un petit peu les tâches qui sont complétées plus tard puisqu'il va falloir déjà qu'on agisse sur la notion d'édition d'une tâche. Mais on a créé des outils et on est capable maintenant de pouvoir transmettre à notre composant TaskList pas mal d'outils, pas mal d'informations. Donc déjà, on l'a dit, l'ensemble des tâches. Donc TaskList, c'est quelque chose qu'on va lui transmettre directement en tant que props. Ensuite, on a la possibilité de lui proposer d'autres outils, par exemple la notion d'édition. Il va avoir la possibilité d'éditer quelque chose.
Il a la possibilité de supprimer quelque chose. On l'a dit, hein, puisque derrière, il va avoir besoin d'utiliser la suppression. Et on peut lui transmettre ici la valeur incompleted task. C'est-à-dire qu'on peut ici supprimer le log. Voilà. En lui donnant tout ça, lui, il est capable de travailler désormais. Le nombre de tâches incomplètes, hein, ici, va nous permettre de remplacer le X. Il te reste encore X tâches à accomplir. Je sauvegarde et je vais me rendre immédiatement dans Task List. Lui, il a besoin de tout ça. Donc, je lui transmets les props. Et je sauvegarde. Alors, il y a des choses qu'il va avoir besoin d'utiliser. Il y a des choses qu'il n'aura pas nécessairement besoin d'utiliser. Lui, finalement, la seule chose qu'il va réellement utiliser, c'est le nombre de tâches incomplètes, puisqu'il s'en sert à ce niveau-là. Si je prends ça et que je viens le remplacer ici, j'ai la possibilité maintenant d'afficher dynamiquement le nombre de tâches incomplètes. On va y aller. Tu vois, ici, j'ai une tâche à accomplir. Je fais une autre tâche. Ici, j'ai 2 tâches à accomplir, etc., etc. D'accord ? Ça me permet d'avoir une dynamique sur ce texte-là. Par contre, c'est pas lui, d'accord, le composant de liste, c'est pas lui qui va définir qu'il faut utiliser une édition ou une suppression. C'est plutôt l'item qui va en dépendre. Donc, on va transmettre ces informations plutôt à l'item. Par contre, lui, il va utiliser la liste globale pour pouvoir boucler sur le nombre de tâches qu'on a et pour pouvoir les afficher. Encore une fois, task item, lui, ne va pas avoir besoin de la liste, mais uniquement de la tâche en particulier, puisque lui va se charger d'avoir besoin d'afficher uniquement son ID, uniquement le titre. D'accord ? Donc il n'a pas besoin de la liste, lui, il a besoin uniquement de l'information. En gros, si je le fais comme ça, dans cet ordre-là, lui, task list va utiliser ça, et task item, lui, va avoir besoin des outils, puisque c'est lui qui va les proposer dans son composant. Alors, ce que je te propose, c'est tout de suite mapper un petit peu les éléments de notre liste. Donc on peut se mettre à ce niveau-là en JSX. On va faire une première condition. On va demander si task list existe. C'est très important. Il pourrait très bien ne pas exister dans notre application. On peut également lui demander si tasklist.length ici est supérieur à 0. Donc est-ce qu'il comprend au minimum une première tâche? Si oui, on continue. Dans ce cas-là, on ouvre les parenthèses. Et là, je l'ai fait un petit peu à l'envers. Je vais juste me remettre comme ça. Si on répond à cette condition, donc s'il y a une liste et s'il y a au moins un élément dans cette liste, alors dans ce cas-là, on affiche le UL ici. Et là, à ce moment-là, tu l'auras compris, dans le UL, on va boucler sur notre tableau task list et on va afficher task item. Alors, on pourrait très bien le faire ici de manière un petit peu brutale dans le JSX, mais on peut aussi le faire un peu plus proprement à l'extérieur. On va se mettre plutôt à ce niveau-là. Ça sera plus simple et plus propre. Donc, on va mettre tout ça dans une variable qui s'appellera tasklist. Et ça sera égal à tasklist.map à ce niveau-là. Alors, encore une fois, on a vu les boucles dans cette formation. Ici, on va simplement jouer le composant task item. Et ça, à chaque tour de boucle. Lorsqu'on fait une boucle, on a besoin absolument de définir une clé pour React. Ici, on a la possibilité d'aller récupérer dans le premier tour de boucle la valeur de task et de faire référence à son ID. Je vais pouvoir prendre tasklist qui, lui, va être en fait une liste de tâches qui utilise le composant task item. Je me suis juste trompé sur la façon de l'écrire ici. Tasklist, je vais simplement l'introduire à ce niveau-là. Voilà, ça me permet de pas trop surcharger mon JSX. Mais ce que j'ai fait ici, là, j'aurais très bien pu le faire à ce niveau-là, d'accord ? C'est juste pour isoler un petit peu les choses. Je vais sauvegarder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai bouclé 4 fois, puisque mon état de tâche aujourd'hui comprend plusieurs tâches. Si je actualise l'opération, ici j'ai 0 tâche à accomplir et j'ai 0 élément de tâche, donc je ne mappe absolument rien. Je vais créer ma première tâche. J'ai bien ma tâche qui va apparaître puisque je viens d'en ajouter une dans mon objet. Donc on la map et on en ressort une. Là, je vais rajouter ma deuxième tâche. Et je l'introduis, ça me permet de boucler sur une deuxième tâche. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont identiques? Tout simplement parce que moi, dans ma boucle, je ne me préoccupe pas de ça pour l'instant. Je me préoccupe que d'afficher à chaque tour de boucle mon composant item. C'est la raison pour laquelle on va récupérer à chaque fois, à chaque tour de boucle,
les informations qui sont dans task et lui transmettre en tant que props pour pouvoir agir sur notre composant. Alors posons-nous la question, de quoi va avoir besoin comme propriété task item pour pouvoir faire ça? Eh bien, premièrement, de la tâche. Donc on va lui transmettre task qui provient de notre premier tour de boucle. Donc on aura les informations de la première tâche au moment de la boucle 1, puis la deuxième tâche au moment de la boucle 2. Du coup, lui va pouvoir récupérer l'objet task et pouvoir identifier son ID, son titre, etc. Et puis son état. Est-ce qu'elle est complétée ou pas? Et il a besoin également, et ça on l'a dit à plusieurs reprises, des fonctions, des outils qui va lui permettre à la fois de pouvoir éditer quelque chose, mais à la fois quelque chose qui va pouvoir lui permettre de supprimer quelque chose. Il aura simplement besoin, pour la suppression, de transmettre l'ID, et pour l'édition, de transmettre l'ID suivi de la valeur completed, comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Je sauvegarde. Ça me permet d'avoir un composant qui va avoir maintenant des propriétés, comme task, edit task et delete task. La key, ici, n'est pas une propriété, c'est quelque chose qui est utilisé dans une boucle map, on l'a déjà expliqué en React, pour pouvoir différencier chaque ligne de notre boucle. Donc on va rentrer dans task item, ici, et on va avoir la possibilité maintenant de récupérer l'ensemble de ces propriétés. Je les mets comme ça. Je vais mettre un petit peu comme ça, parce que je me rends compte qu'on ne voit pas toujours tout à l'écran. Alors ici, on s'était laissé du code en dur, comme par exemple ici la notion d'ID. Donc quand on va récupérer task à ce niveau-là, on va récupérer l'objet de la tâche qui a été bouclée. Donc ici, on va faire référence à task.id, la propriété ID. Ici, va nous permettre de mettre son ID. Donc plutôt que d'avoir 1 en dur, on aura 1, puis 2, puis 3, puis 4. On a la même chose ici, où là, il nous suffit simplement d'afficher du coup le titre. On va faire référence à task.title. Je fais sauvegarder. J'arrive bien à récupérer l'information de l'ID, l'information du titre qui a été défini. J'essaye une troisième. J'ai bien ma troisième tâche qui arrive directement. Commençons par éditer une première tâche. Nous, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on va cliquer sur une tâche comme ça, on voudrait la passer en completed. Comme ça, l'utilisateur a juste besoin de cliquer sur un élément pour pouvoir la passer en completed. Donc, on va utiliser ici notre LI à ce niveau-là. Et on va lui dire qu'à l'événement onClick, tu dois faire quelque chose. Ici, on va utiliser la fonction qui est passée en propriété et qui s'appelle editTask. EditTask, hop, je remonte ici. Il prend en paramètre l'ID de la tâche sur laquelle on a cliqué pour qu'il puisse en faire référence ensuite dans son calcul. Et la valeur de completed value pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on la met en completed, incompleted? Parce qu'on a dit qu'on voulait et on pouvait faire les deux. Donc on lui transmet tout simplement ça. Comme j'ai déjà la valeur de task.completed dans mon objet, ce que je décide de faire, c'est simplement mettre ce caractère-là pour passer l'inverse. Donc si elle était à false, je la passe à true. Si elle était à true, je la passe à false. Tu sais, c'est le concept du toggle. Ça aussi, c'est des choses qu'on a vues dans la formation. Ici, ça va me permettre à chaque clic de pouvoir changer le statut de ma tâche de completed true à false suivant sa valeur initiale. Alors, ce que je te propose encore une fois, c'est de venir ici, loguer task list. On va se mettre là. On ouvre la console. Comme ça, on a notre liste, on a nos 3 éléments, nos 3 objets, et on voit que chaque valeur de completed ici vaut false. Je vais cliquer sur la première tâche, et je vais voir un petit peu ce qui est ressorti de ce tableau-là. Je prends ma première tâche, je vois bien que la valeur completed est passée à true. Je vois bien aussi que les autres ne sont pas passés à true. Donc si je reprends la première tâche, je vais supprimer ça, et que je reclique dessus, comme on a un espèce d'effet de toggle, je vais avoir la possibilité de la repasser à false. Ça, c'était pour la première, mais si je décide de cliquer sur la troisième, on voit bien que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que j'ai bien identifié l'ID 3, et c'est bien l'ID 3 que j'ai passé en completed. Donc tu vois, encore une fois, c'est pas task item qui va se charger d'une logique lourde et complexe à mettre en place, mais c'est plutôt le cerveau de l'opération qui s'en occupe. Lui, on lui transmet simplement ce que l'enfant est capable de détecter. On a cliqué sur cet ID, et je veux qu'on fasse plutôt ça. Comme on a cette information maintenant et qu'on est capable de la modifier, ce que je te propose, c'est de pouvoir agir sur son style pour pouvoir avoir un conditionnement au niveau de notre affichage. Donc ici, plutôt que de mettre en dur le style par défaut, on va plutôt lui mettre une condition ternaire.
Donc ça sera toujours plus ou moins la même. Ici, c'est est-ce que task completed. Donc là, je mets un point d'interrogation parce qu'il est possible que cette propriété n'existe pas et ça créerait un bug dans ton application. Ici, c'est une simple sécurité. Si la tâche est complétée, alors qu'est-ce qu'on fait? On utilise plutôt le style success. Sinon, on utilisera le style default. D'accord? Je sauvegarde. Ici, c'est une simple condition ternaire. Soit la tâche est complétée, je fais ça. Soit elle ne l'est pas, je fais ça. Ici, j'ai la même chose. À ce niveau-là, on utilise le style de défaut. Donc pareil, on va reprendre cette condition-là. Si la tâche est complétée, alors je veux plutôt style.id success. Sinon, je veux le style id default. Ça, c'est pour l'id. C'est pour pouvoir mettre tu vois, cet élément-là en surbrillance, d'accord, en vert également. Et on a dit qu'on voulait aussi associer un style au texte pour lui donner une couleur verte et surtout le barrer pour vraiment intensifier le fait que la tâche est terminée. Donc ici, on a encore une fois un style de content default. Tu l'auras compris. En tout cas, je l'espère, parce que c'est pas très compliqué. Ici, on va introduire un style.content success. Sinon, on transmettra le style de content par défaut. Ça me permet d'associer un style à mon titre. Donc tu vois, de cette manière, j'arrive comme ça à styliser parce que j'ai conçu l'application. J'avais déjà prévu d'avoir un style distinct. Donc tu vois qu'on apporte un style au container, un style à l'ID, un style au truc. Mais voilà, ça c'est de manière à toujours conditionner ça sur la même chose. Donc si maintenant je décide de passer hop cette tâche à false, j'ai bien quelque chose d'automatisé. J'ai la possibilité de venir comme ça valider ou non mes tâches de manière assez pratique. Alors avant de travailler sur la suppression d'une tâche, parce qu'il va y avoir justement une petite particularité ici qui va nous intéresser, je te propose de conditionner maintenant un petit peu la vue. Maintenant qu'on a fait ça et qu'on est capable de pouvoir créer des tâches et pouvoir les éditer, je te propose de voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau de la liste, parce que la liste, on peut quand même, malgré qu'elle soit juste là pour lister des choses, lui donner une logique un peu plus intéressante. Alors ma liste, si je descends un petit peu ici, je retourne un élément de manière vraiment brutale, c'est-à-dire que j'affiche toujours un titre avec une valeur de tâche incomplète, mais c'est possible, tu vois, qu'on soit sur 0 tâche incomplète. Ça, c'est pas très intéressant d'un point de vue de l'UX de dire à quelqu'un, il te reste encore 0 tâche à accomplir. C'est pas une information pertinente. De la même manière, ici, je liste des informations, mais qui pourraient très bien être vides. Si je viens actualiser mon application, j'ai un élément vide et je dis à la personne, il te reste encore 0 tâche à accomplir, ce qui est pas très pratique. Nous, on a la possibilité de faire beaucoup mieux. Déjà, je voudrais que tu comprennes qu'on a la possibilité ici d'agir sur le return. Donc, on a la possibilité de faire une condition, ici, qui, si accomplie, permet de retourner un élément. Dans le cas où la condition ne serait pas exécutée, on pourrait return tout simplement. Donc, on peut le faire avec une condition else, mais on peut aussi le faire tout simplement comme ça. On pourrait return tout simplement un deuxième élément. Donc, si cette condition est remplie, on retourne ça. Sinon, on retourne ça. La condition sera si task list, parce que justement, notre composant connaît cette information. Si task list existe, ça c'est très important, et que sa valeur est supérieure à 0, donc task list.length est supérieur à 0, ça c'est notre condition. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà commencer par retourner ce qu'on retournait avant. En gros, la condition, c'est est-ce que task list existe et est-ce qu'on a une tâche à l'intérieur, si je devais le dire en français. Dans ce cas-là, on retourne cette phrase avec au moins les éléments de la liste. Sinon, on va retourner autre chose. On peut retourner ce qu'on appelle en programmation un empty state, c'est-à-dire un élément vide. D'accord ? Ici, je te le mets comme ça, boum, je sauvegarde. Donc c'est simplement, on réutilise la classe box pour pouvoir l'encadrer à ce niveau-là, mais plutôt que de lui mettre toute une logique de liste, etc., avec des conditionnements, non. Ici, on est dans la condition où on n'a pas de liste, ça n'existe pas, ou alors on a une valeur de 0. On n'a aucune tâche dans notre liste. Donc on affiche simplement un message, et là on essaie de faire quelque chose de sympa au niveau de l'UX, et on dit « Salut, tu n'as rien à faire, profite de ton temps libre », puisque l'objectif de l'application, c'est d'éliminer le chaos et de suivre le flux. Donc si tu n'as pas de tâche en cours, c'est plutôt positif, d'accord ? Donc tu n'as pas de tâche, c'est très bien. Par contre, ici, tu peux ajouter des prochaines tâches. Lorsque tu vas ajouter ta première tâche, le composant ne retournera plus jamais ça. C'est si tu veux, ce que je définissais comme étant l'empty state.
Ici, on sera plutôt à ce niveau-là dès lors qu'on aura au minimum une seule tâche. Mais là aussi, il va y avoir une petite particularité. Je te rappelle que notre composant général TaskList a une propriété incompleted_task. Et je t'avais dit qu'on pouvait l'utiliser au niveau de cette phrase. Mais on peut l'utiliser aussi ça pour conditionner le type de texte qu'on va pouvoir afficher. Je te donne un exemple. Je vais me mettre ici. Et là, je vais me mettre en JSX puisque je suis dans du code HTML. Si incompleted_task ici est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a des tâches incomplètes. Donc, comme on a des tâches incomplètes, on va avoir la possibilité ici d'afficher ce titre. Si on a des tâches incomplètes, on affiche « Il te reste encore incompleted_task, tâche à accomplir », ce qui paraît logique. Par contre, on continue de lister, puisque dans tous les cas, on est dans quelque chose où on a au moins des tâches à afficher. Nous, on va simplement conditionner le titre qu'il y aura à ce niveau-là. Donc, je vais sauvegarder. Ici, je vais rajouter une première tâche. Ici, j'ai bien un changement de mon affichage dynamique qui me permet de dire « Il te reste encore une tâche à accomplir ». J'ai effectivement une tâche à accomplir. Si je clique sur cette tâche pour l'accomplir, étant donné que maintenant on est capable d'éditer, je vais avoir mon titre qui va disparaître. Et je vais avoir donc mes tâches incomplètes. Alors, ce n'est pas forcément le comportement que j'attends, mais en tout cas, c'est un des comportements qui montre ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que du coup, comme il n'y a pas de tâches incomplètes, on n'affiche plus de titre qui correspond à « il te reste encore une tâche à accomplir ». Donc, tu l'auras compris, étant donné qu'on est sur une condition obligatoire, si on a cette condition, on affiche ça, on peut exactement faire la même chose si par exemple, incompleted_task égale 0. C'est notre cas ici, c'est notre cas de figure, c'est notre contexte actuel. Si c'est égal à 0, dans ce cas-là, on va plutôt faire autre chose. Qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, je vais par exemple dire « Génial, tu as accompli toutes tes tâches », puisque c'est plutôt ultra positif en réalité. Alors là, je me rends compte que j'ai perdu mon style dans l'histoire, c'est normal. Pour éviter de faire ça, je vais mettre mon H2 ici à l'extérieur de cette condition, parce qu'en fait, on conditionne uniquement... J'y vais un peu trop brutalement, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, tout a pété, mais je vais prendre le temps de te réexpliquer ça, c'est important. Ici, je vais en fait pas dupliquer mon H2 dans mon code. Je vais uniquement conditionner ce que j'affiche à l'intérieur de mon H2. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pourquoi j'ai une erreur? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ici, il identifie deux caractères, à la fois le titre et cette zone-là. Donc, c'est important que je me mette dans un fragment, comme je l'ai fait ici. Je vais simplement remettre cette information ici, puisque dans ma parenthèse ici, je dois avoir un élément et un seul élément. Voilà. Je ne pourrais pas faire ça, par exemple. Je ne pourrais pas dupliquer ici. Ça, je ne pourrais pas dupliquer ces éléments. D'accord? Dans mes parenthèses, je dois avoir qu'une seule balise. Et si j'ai besoin d'une balise, je mets une balise. Si j'ai pas besoin de balise, je mets un fragment. Ça, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents. Donc, de cette manière, j'ai bien un titre qui va être classifié. D'accord? Il est classifié avec la classe title. Et cette classe title, elle va pouvoir définir autant l'un que l'autre. C'est juste que j'ai un conditionnement sur mon message. Ici, génial, tu as accompli toutes tes tâches. Si il me reste une tâche à accomplir, il te reste encore une tâche à accomplir. Si j'avais eu deux tâches, j'aurais toujours mon affichage tant que j'ai pas toutes mes tâches qui ont été accomplies. Alors, j'avais prévu quelque chose au niveau de incompleted_task ici. C'était la possibilité de lui donner une classe générique pour mettre en valeur un petit peu l'élément de numéro parce qu'on ne le voit pas très bien. Donc voilà, je mets simplement une classe ici générique important qui est définie dans index.css et je vais mettre mon numéro à l'intérieur. Ça, c'est juste pour avoir un affichage un peu plus sympa de ça. D'accord? Mais on a vu comment c'était possible et comment c'est réactif surtout. Comment il est possible de pouvoir définir un petit peu tout ça, quoi. Donc si je résume, à l'initialisation de l'application, j'ai plutôt ce type de comportement et puis à chaque fois que je vais ajouter une tâche, j'aurai un comportement qui va me permettre de lister. J'ai la possibilité d'éditer les choses. Puisque je les édite, les éléments changent, les states changent, et donc j'ai la possibilité de transmettre les bonnes informations aux bons composants pour faire des choses sympas. Alors avant de travailler sur le bouton de suppression, puisque comme je te l'ai expliqué, il y a une petite chose importante à comprendre qui est relativement fondamentale en plus dans notre contexte, c'est de travailler rapidement sur ce composant footer parce que vraiment ici c'est le même contexte, le même cas de figure qu'ici, c'est-à-dire afficher le nombre de tâches qui elles par contre seront accomplies et puis ne pas mettre avec taskflow vous avez éliminé X tâches si on n'a aucune tâche ou si encore une fois on a des tâches, mais qui n'ont pas encore été accomplies. Donc, si on a 0 tâche accomplie, on ne va pas afficher le footer. Donc, on se rend dans le container à ce niveau-là. Je vais arrêter de loguer ça.
dans la foulée. Je vais me rendre à ce niveau-là. Et donc, mon footer va devoir disposer de la dernière information de notre fichier qui était importante à transmettre, c'est-à-dire cette propriété, le nombre de tâches complétées, puisque c'est vraiment sa fonction. Si tu as des tâches qui sont complétées, tu t'affiches, et en plus de ça, bah, tu dis combien tu en as. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Donc on rentre dans footer, on récupère cette props à ce niveau-là. Ici donc pour se rafraîchir la mémoire, j'ai une balise footer qui est utilisée, dans laquelle j'ai une balise code, dans laquelle j'ai une classe footer, tout va bien. Ici j'ai le texte avec TaskFlow, tu as éliminé X tâches, donc on va déjà commencer par lui mettre le nombre de tâches de manière dynamique. Et on a vu que c'était possible de retourner les choses, donc du coup on va se faire un peu plaisir et je vais te montrer un petit peu dans quel contexte il est possible qu'un composant ne retourne rien. Donc ici je vais simplement mettre une condition. Si completed task existe, parce que finalement, s'il vaut 0, ça signifie d'un point de vue du code qu'il n'existe pas. Donc s'il vaut 0 ou s'il n'existe pas, dans ce cas-là, on fait ça. C'est-à-dire, on return tout simplement ce qui est prévu, c'est-à-dire le footer. Aujourd'hui, on voit qu'il vient de disparaître puisque j'ai aucune tâche qui sont incomplètes. Par contre, on n'a pas vraiment le droit, en React, d'avoir un composant qui ne retourne rien. Je ne sais même pas pourquoi l'application n'a pas sauté d'ailleurs. C'est très étrange, je m'attendais à ce qu'elle saute. Il y a peut-être des choses qui changent au fur et à mesure, hein, les librairies changent. Normalement ici j'aurais dû déclencher une erreur puisque j'ai un composant qui ne retourne rien. Donc ici il est de rigueur quand même de retourner quelque chose. Donc soit tu retournes un fragment, de cette manière, du coup ça revient à rien injecter dans ton nœud parce qu'on l'a vu, le fragment ne s'injecte pas dans le DOM, d'accord ? Tu peux mettre également une balise, pourquoi pas, c'est juste pas très consciencieux puisque balancer une div vide ça n'a pas d'intérêt, mais tu peux également, pourquoi pas, retourner nul. Voilà. De cette manière, pour nous, là, ça va rien changer, mais ça évite des erreurs et de toute façon, ça évite d'avoir un composant qui ne retourne rien. C'est très important d'avoir un composant qui retourne quelque chose. De cette manière, on a quelque chose qui fonctionne très rapidement. Ici, on n'a aucune tâche accomplie, donc on n'injecte jamais ce composant-là. Donc le footer, il existe, c'est juste qu'il n'est pas rendu au niveau de notre DOM. Donc si je rajoute des tâches à ce niveau-là, par exemple, je vais rajouter une autre. Ici, si j'en prends une, comme j'en ai au moins une, je vais envoyer le footer avec TaskFlow, tu as éliminé une tâche. Et du coup, de cette manière, je vais avoir la possibilité d'incrémenter le nombre de tâches. Alors si on veut être professionnel et aller encore plus loin, on a la possibilité de venir ici et de pouvoir variabiliser cette notion-là. Parce que si tu as une tâche, c'est pas normal d'avoir une marque du pluriel. Donc ici, tu vois, on va sauter une ligne, on va enlever le S et on va créer en JSX une condition ternaire vraiment comme à notre habitude. Donc tu vois que avec vraiment le peu de choses qu'on a appris depuis le début de cette formation, on arrive à faire déjà une application qui est bien complexe et qui est bien structurée. Ici, si completed task est supérieure à 1 et uniquement si elle est supérieure à 1, alors dans ce cas-là, je vais avoir besoin d'apporter en plus de mon texte la notion du pluriel, le S. Sinon, je ne fais rien. Soit je mets nul, soit je mets un caractère absent. Ça marche aussi, d'accord ? Et là, on avait mis un petit point d'exclamation pour la phrase. Donc ici, avec TaskFlow, tu as éliminé une seule tâche. Si j'en ai deux, je vais avoir la marque du pluriel qui va s'ajouter. Ok ? Ben c'est plutôt pas mal. Il nous suffit maintenant de travailler un petit peu sur la notion de suppression et on aura fini notre application. Je vais supprimer le footer à ce niveau-là. J'ai plus du tout besoin de travailler dans ma liste. Vraiment, c'est isolé. Je vais retourner dans mon item ici et on va essayer de voir pourquoi on s'était gardé un petit peu cette étape, pourquoi elle va être problématique pour nous à ce niveau-là dans ce contexte. Alors reprenons où on s'était arrêté. Ici on a donc un bouton qui va devoir jouer la fonction de delete. La fonction de delete, elle est pas très compliquée, c'est simplement on transmet l'ID sur lequel on a cliqué et lui se charge de le supprimer en filtrant de notre tableau, simplement. Donc en théorie, c'est très simple à mettre en place. Avant de faire ça, je vais remplacer le petit X qui est ici puisque j'avais prévu de mettre une petite icône. Donc pour ça, je vais aller chercher moi la librairie HeroIcon. Tu peux vraiment prendre les icônes que tu veux. Ici, je vais simplement définir en solide, delete. Et je vais me trouver voilà, une poubelle de ce type. Je vais simplement la copier en JSX dans mon presse-papier et retourner sur mon application. Ici, c'est une librairie qui utilise Tailwind, etc. Donc je vais simplement supprimer ça qui ne m'intéresse pas. À ce niveau-là, je vais plutôt mettre un style inline. Je vais simplement lui définir en fait une valeur de width et height, non pas à 24 mais plutôt à 20 pixels. Je vais sauvegarder et ici je peux lui définir pourquoi pas la couleur. Là la couleur est en current, donc c'est-à-dire qu'on récupère la couleur qui est définie dans les classes, etc. On pourrait très bien par exemple lui mettre une couleur white ici, d'accord ? Ok, ça marche aussi.
On pourrait très bien insister sur la couleur, ici avec un code hexadécimal, ce qui dans mon contexte est la même chose. Ok, je voulais juste faire cette petite modification pour que ce soit un petit peu plus joli. Et puis du coup, on va passer sur qu'est-ce qu'on fait quand on clique sur ce bouton. Donc là, normalement, tu l'auras compris, il suffit simplement d'utiliser l'événement onClick et d'utiliser la fonction deleteTask qu'on a prévue à cet effet et de lui donner en paramètre l'ID de la tâche sur laquelle on a cliqué. Donc faire référence à l'objet task qu'on a ici en propriété, .id. Donc a priori, pas très compliqué. On va utiliser onClick. Donc à l'événement onClick, on va jouer une fonction qui sera deleteTask et on va lui transmettre taskID. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Donc je vais me mettre ici. Je vais cliquer ici pour supprimer la tâche numéro 2. Et qu'est-ce qui va se passer? Non seulement elle n'est pas supprimée, mais en plus de ça, j'ai agi sur son état de completed, ce qui est un problème pour nous. C'est-à-dire que là, si je viens supprimer des éléments, tu vois, j'arrive pas à jouer la fonction de suppression, mais je joue par contre la fonction ici qui nous permet de passer la valeur à completed. Donc, entre guillemets, la fonction d'édition. Ça, c'est plutôt logique. C'est-à-dire que si tu reprends l'ensemble de notre composant, on a défini sur la balise de plus haut niveau ici un comportement onClick qui, quand on clique sur cet élément, y compris sur le bouton, puisqu'ici, quand je clique sur le bouton, je clique aussi sur l'élément qu'il y a là. Et du coup, je vais déclencher la fonction edit. Comme on déclenche la fonction edit, on ne déclenche pas la fonction de delete qui correspond en fait à notre bouton ici. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une notion à connaître et à savoir, et c'est pour ça que j'ai voulu cet exercice ici avec le clic sur l'item et le clic sur l'icône. Il y a une notion ici de propagation. On va propager les informations. Du coup, lorsque tu vas cliquer sur le bouton, il va falloir couper la propagation que tu vas avoir pour éviter de définir ça sur l'effet de bord que tu vas avoir quand tu vas cliquer sur ton item. Pour ça, c'est pas très compliqué une fois que tu as compris un petit peu le principe. Donc on a ici notre élément onClick, qu'on va pouvoir se mettre ici pour y voir un peu plus clair, qui lui se charge de jouer deleteTask. Ici, on va récupérer event, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, on aurait pu faire si ça te trouble. Et à l'intérieur, comme c'est une fonction, on a la possibilité de faire plusieurs choses. On n'est pas obligé de faire qu'une seule chose. Donc pour ça, on peut ouvrir les accolades et l'indenter de cette manière pour mieux comprendre ce qu'on fait. Et donc, plutôt que de delete tout de suite, ce qu'on va faire, c'est stopper immédiatement, au clic sur le bouton, la propagation pour éviter d'être propagé jusqu'au clic sur l'événement ici du LI pour éditer. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est on va récupérer donc les events. Donc je t'avais dit tout à l'heure de regarder un petit peu ce que tu trouves dans event au moment de le console loguer. Tu vois, à l'intérieur, on va trouver par exemple une méthode qui nous permet de stopper la propagation, qui s'appelle stop propagation. C'est une fonction qui va être jouée à ce niveau-là. Le simple fait de stopper la propagation que tu vas avoir au clic sur ce bouton pour la propager sur celui-là va te permettre de pouvoir agir sur la méthode. Donc ici, je remets. Je me mets 3 tâches qui pourraient être les tiennes. Ici, on va cliquer sur supprimer et je vais bien supprimer de ma liste l'information. De cette manière, je n'ai pas propagé le clic sur l'item et je n'ai pas agi uniquement sur l'édition, mais bien ici sur la suppression. J'ai la possibilité toujours de travailler dans ce contexte-là et de recréer des tâches, comme par exemple ici, une autre tâche qui, elle, tu vois, va avoir un ID un petit peu aléatoire. Puisqu'ici, comme l'ID est construit en fonction du nombre d'items qui vont être présents, et bien ici, dans ce contexte, je vais passer de la tâche 3 à la tâche 2, ce qui globalement est un problème pour nous et que c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer. Alors tout à l'heure, je t'ai dit qu'on pourrait retourner un petit peu dans ce qu'on fait dans la méthode de création d'une tâche. Donc la méthode de création d'une tâche, elle est là. D'accord ? C'est à ce moment-là où on va définir l'ID. Ici, on définit l'ID en fonction du nombre de tâches qu'il a et on l'incrémente de 1, on l'a fait de manière simple, simplifiée. Ici, je t'ai proposé de l'améliorer justement pour couvrir ce petit problème qu'on pourrait rencontrer à ce niveau-là. Donc comme c'était un petit peu trop prématuré, je préfère t'en parler à partir de maintenant. Une fois que tu as vu dans le comportement un petit peu quel va être le problème qu'on pourrait avoir sur les ID à partir du moment où on aura bouleversé un petit peu notre tableau. Ici, on va plutôt faire un conditionnement. Donc ici, si task-list n'est pas vide, elle va prendre l'ID de la dernière tâche. Donc task-list sera égal à length moins 1. Donc ça, c'est très important parce que du coup, en faisant ça, si tu as 2 éléments à l'intérieur, on va décrémenter de 1. Et on va ajouter 1 pour obtenir
le nouvel ID. Par contre, comme on l'a dit, si ici task list length ici n'existe pas, ou vaut 0, ça veut dire que c'est notre première tâche. Donc dans ce cas-là, on assigne tout simplement 1. D'accord? On se prend pas la tête. Pour ça, je dois rejouer ça. Donc je vais faire tâche 1. Volontairement, je vais donner des ID, même si on les voit. Ça me permettra de comprendre que ça, c'était les ID de ma tâche, alors que l'ID va changer. Ici, tâche 3. Je décide par exemple de supprimer, comme je l'ai fait, la tâche 1 et la tâche 2. Donc là, ici, je vais mettre plutôt tâche 4. C'est la 4e tâche que j'ai écrite. Je repasse bien à la tâche 4. D'accord? Voilà. Notre exercice est terminé. Je t'ai montré qu'on était capable, avec tout ce qu'on avait appris dans la formation, d'avoir la possibilité de construire déjà des applications riches en créant une structure relativement propre et en transmettant en propriété à tes composants enfants les bonnes informations qu'ils vont pouvoir disposer pour pouvoir travailler, d'accord? Donc en isolant vraiment les responsabilités de chacun, tu es déjà capable de faire des grandes choses. Ici, cette application, elle montre qu'avec les states, les props, on est déjà capable de faire énormément de fonctionnalités pour une application React. Alors ici, il va nous manquer pas mal de choses, comme par exemple la notion de persistance. Ici, on est sur un état, on est sur un state, on ne travaille pas sur une persistance de l'application. On pourrait par exemple travailler avec le local storage. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que c'est l'objectif du prochain épisode. Et donc tu pourras implémenter ça dans ton application pour te souvenir au moment que l'utilisateur revient sur son application ou si on actualise la page, qu'on ait pu mémoriser les informations qu'il y avait ici sans pour autant faire appel à une base de données. Ok, si ça t'a plu, je te propose de me laisser ton meilleur like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laisse des petits commentaires et puis moi je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut, ciao!